Émission 714. Cette semaine, Sledgehammer 44. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les Mystérieux Étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Oui, madame. Benoît Mercier au micro et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres sont heureux de célébrer le retour de la petite laine. Hein? Présente à Du petit l'instant. dans kilomètre-heure, là. Je pourrais pas dire, j'ai pas écouté kilomètre heure. Non, la petite laine, tu sais, la petite laine, quand il fait froid. OK. La première, je sais pas pourquoi, mais je l'associe à la toune de TikTok. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Marie-Lune Brisebois est avec nous. J'ai ça dans la tête depuis 2 semaines. Là, parce que j'écoute des compilations de TikTok, je suis rentré là-dedans. One of us. Ah, ça Oui, m'écoeure. ben c'est peut-être parce que je suis gaffeuse puis qu'il m'arrive toutes sortes d'affaires, genre m'asseoir le cul sur un hameçon. Oui, c'est vrai, tu vas pouvoir nous en parler tout à l'heure. Oui, elle est allée à la pêche sans le savoir, Marie-Lune, au cours du week-end dernier. C'est moi le brochet. Deuxième, durant ses vacances, il rajoute des BD sur sa pile à lire. Laurent Boutin. C'est ce qui est arrivé, Laurent, j'ai l'impression. C'est tout le temps ça. C'est tout le Parce temps de que même. t'aurais pu diminuer ta pile, mais t'as lu des Schtroumpfs à la place. Oui. Que t'avais probablement déjà lu. Oui, définitivement. Regarde, j'en ai juste là. Ah, C'est un bon choix de nuit, c'est je beau. trouve. Hey, c'est le deuxième Hein? intégral, ça. Ouais. Ouais, je les connais, les intégraux. T'es allé full-on. J'ai comme plein d'affaires à lire chez nous, évidemment. Puis je suis full-on des vieilles affaires franco-belges. Vas-tu nous parler des Schtroumpfs tantôt? Si vous voulez. Oh, ben écoute, c'est pas- on va Moi, partir j'aimerais d'un ça. podcast. Ouais, les Isidore chez les Schtroumpfs, là, j'imagine. C'est ça que- Exact. On suit notre tradition des spin-offs, Non, des c'est podcasts Terre. mystérieux. Terre, Schtroumpf, Schtroumpfon, chez chez Isidore. Chez Gargamel. Et le dernier, il est plus vieux aujourd'hui, mais plus sage. Je sais pas. Jake Dion est avec nous. Salut, Jake. Bonne fête, tout le joyeux monde. anniversaire, Jake. 40 ans ouais. aujourd'hui. T'es pas C'est mort aujourd'hui. encore? On l'a fêté samedi dernier. D'ailleurs, je Ouais. veux dire merci à tout le monde qui était là. On a eu vraiment du fun. Ouais, c'était cool. Euh, C'était très cool. C'était très hot. C'était très émouvant pour moi. Puis, mais c'est aujourd'hui ma vraie fête. C'est là, C'est là. ça. Ouais. Comment tu te sens d'avoir 40 ans, Jake? Je me sens très bien. Ouais. Je changerais pas ma situation pour aucune autre place dans ma vie. Fait que ça veut dire c'est bon, ça. C'est très bon signe, ça. Ben oui, Très ça, bon signe. ça veut dire que ça sort bien. Ben oui. Mm. Puis, tu retiens, hein, je te l'ai dit, les gens dans la quarantaine ont un nouveau numéro qu'ils doivent appeler au lieu de le 911. C'est le 91. Oui. Je dirais pas le... Oui, tu le sais, OK. c'est bon. Oui, je m'en rappelle. Je l'ai noté. Puis, ben, j'ai pas eu besoin d'appeler encore, Pas encore. mais il paraît que c'est beaucoup plus efficace. Ben oui, mais là, ils te mettent pas sur une file d'attente, là, ils viennent tout de suite. là. C'est ça, Pas ils niaiseur. savent t'es vieux, t'es à Ouais. risque. Bon, C'est ça. ils Ouais, viennent ouais. te chercher tout ça. Théoriquement, tu payes plus d'impôts. Fait que, bon, Ouais. plus important, guillemets, radiophonique dans la société. Mais comme Comme dire dans Mysterio 5 Sam, mois. oui, c'est vrai, toi aussi. On va tout y goûter bientôt. Laurent, c'est encore Ouais. dans une couple d'années. Laurent, c'est un jeune. Ouais, j'ai le temps de. Encore tout Un frais. petit peu. Mais ça passe vite. Tout va si vite. Ben oui, je sais. J'ai comme l'impression que 2012, c'était il y a 5 ans, genre, mais ça va faire 10 bientôt. Là. Dans 4 Ouais. mois, c'est 2022. Hein? On a Exact. du fun. Ah, Puis, En c'est qui le premier de notre gang qui a eu 40 ans? C'est moi. C'est moi. Ok, ouais. Ouais. Ça fait que c'est toi le plus vieux. Oui, Ouais, ben. c'est techniquement moi le plus vieux. Je sais pas le plus mature, mais le plus vieux. Ouais, c'est ça. Je sais pas ce que ça veut dire. moi non, j'écoute, là, Ben, on sait que le plus techniquement, mature, on- c'est Bastien, mettons. Fait que- Ouais, clairement, c'est le fils à Il y a Marie-Lune, le plus mature. Il y a 2 jobs, puis il joue à des jeux d'impôts, puis de mettre de l'argent en bourse. Là. Fait que oui, clairement. Des jeux d'impôts. Tabarnak. C'est comme un. sûr que c'est faire- des jeux, là. Y a-tu des Euh. jeux de carte de crédit, là, ou. Ça me surprendrait pas. J'ai 40 ans, je sais même pas comment faire mes impôts moi-même. Non, mais Fait que, moi non plus, mais il essaie de me montrer un jeu. C'est vraiment comme si tu bidais en bourse, puis là, il faut que tu regardes les courbes, puis tout. Puis je suis comme, arc. Ah, comme quand on était jeune, puis on bidait sur des stats.
sais, les stats, les jeux de stats quand on était jeune, on aimait ça, là, les chiffres dans les colonnes et tout. Ah, c'était le fun. Sur les disquettes. Non, mais c'est ça, quand je disais la gang, je voulais pas dire la gang des amis élargis, je voulais dire la gang des mystérieux étonnants. Fait que j'imagine que si on compte, je sais pas si toi tu le perçois comme ça, Ben, mais mettons, Johan, est-ce que c'est un membre full-fledged ou il est Ben plus oui, c'est réserviste? tout le monde ou presque est membre full-fledged. Est-ce que Johan serait comme un membre à part entière pour toi? On ne sait pas. Mais si, on le sait, si on la le sait. réponse est oui, ben, tu sais, ça Oui. serait lui le premier qui aurait eu 40 ans, I guess. T'as raison. Dans la gang des mystérieux. Fait que, C'est mais une vu qu'on bonne ne sait pas réflexion, si c'est un membre full-fledged, ben, Non, on le sait, on le sait. sait pas si on le considère. On le sait, on le Parce que, fait que c'est... Ouais, mais là, fais attention à ce que tu dis, peut-être qu'il va mourir. Qui ça, Jake? Non, mais à cause de ce que tu viens de dire, parce qu'on se rappelle que juste avant qu'on commence le show, Julien Bernacchi nous a tous menacés de mort dans un jeu à la ça. Un jeu à la Bone Collector. Moi, Ouais, j'étais c'est comme, ça, le fait père que- Foura, non, il va nous scier une jambe. Mais là, Mais moi, tu sais, en même temps, tu penses-tu vraiment... Tu sais, je l'aime, Julien, mais je pense pas que Julien est capable de vraiment concevoir un jeu de la mort efficace, là, tu sais. À la Non, c'est ça, ça. là, Ah, tout ben, est en un défi, c'est pas un défi. tout est en C'est carton. mais en même temps, si tu veux pas te faire scier une jambe par Julien Bernatchez, parce que tu sais qu'il a jamais vraiment fait ça avant, ça va pas être tête. C'est un effort Là, physique. s'il va débarquer au milieu, Elle va être toute rouillée. c'est ça. Maudit. Voyons. Quel cauchemar. C'est épouvantable. Ouais. T'as Bon, le là, goût je de me reprends, l'aider. là. Je le refais une dernière fois, là. Non, arrête! Câlisse. J'ai échappé mon sel dans le bol de toilette. Ah! Je l'entends tellement. Toutes mes instructions étaient là-dessus. Bon. Bon, on fait bien sûr référence à Julien Bernatchez de Décideret. Allez écouter l'excellent podcast de Décideret. Qui veut commencer les nouvelles cette semaine? Marilyn, on va tester en même temps ton son. On a eu des petits problèmes il y a 2 semaines, mais là, ça a l'air pas One, pire. two, one, two. Hey, d'ailleurs, juste Ma voix avant, de rêve. je viens d'avoir un flash. Moi aussi, j'ai des problèmes avec mon son depuis 2 semaines. J'ai remarqué, en fait, la semaine dernière qu'il y a une distorsion qui se crée. Puis c'est juste sur mon son à moi. Je sais pas pourquoi. J'ai passé beaucoup de temps avec le service à clientèle de la plateforme qu'on utilise en ce moment. D'après moi, c'est réglé. Mais si ça se reproduit, faites-moi signe. ben@mystérieuxétonnants.com ou pour les gens qui nous écoutent live sur Twitch, YouTube Bon. et Facebook aujourd'hui. Ben, là, tu vas aller dans le petit écrou, là. Non. Écoute, le petit écrou, je l'ai testé en tabarnak. Je le connais par C'est cœur, le parti, petit écrou. ça commence tout le temps de même, ton troubleshooting avec nous autres. On n'a pas le choix. Il n'y a pas 10 000 options, là. On a Mais fait ça tantôt. j'ai découvert ça la semaine passée, puis à un moment donné, juste pour l'anecdote, on viendra à toi, Marilyn, dans 2 secondes. J'écris au service à la clientèle, puis la personne, elle me dit « Hey, OK, ben si tu veux, on peut tester live. » Fait que c'est comme là, en ce moment, là, pour nous, mais c'est pas diffusé en direct, puis là, on se parle, tu sais. Fait que là, il y a vraiment quelqu'un devant moi, chez lui, aux États-Unis, qui fait du troubleshooting avec moi. Puis là, il dit « Ben, c'est où tu entends la distorsion? » Je dis « Ben, on m'a dit qu'au début, moi, je l'ai entendu, puis on m'a dit qu'à la fin aussi, on l'entendait. » Fait qu'il dit « OK, je vais aller à la fin. » Puis c'est un Américain qui parle pas en français, tu sais. Fait qu'il va vers la fin, puis là, pendant qu'il écoute attentivement, puis je le vois dans la caméra qui est vraiment concentré, tu sais, je réalise, si, le gars n'appète. Je savais que ça s'en allait. Le gars n'appète de la semaine passée. C'est une joke Troubleshooter, internationale. C'est une Si. joke qui dépasse les frontières du langage. Ah! Là, j'ai commencé à avoir chaud. Le gars, il était comme super friendly. C'est pour vrai le meilleur service à la clientèle que j'ai eu pour un truc du genre. Puis hey, en passant, just so you know, there's a kind of funny joke at the end. Puis là, tu sais, j'explique. Puis le gars, il me regardait avec Il s'en crisse. les yeux les plus morts du monde. Puis il a dit, t'as pas idée ce que j'ai entendu et vu. Ah ouais, c'est Fait que t'inquiète pas, c'est pas un problème. Ouais, Fait que, une bonne joke de aparté. bête, il n'y a rien là. Bon, Il a même vraiment pas ri. super soft. Non, il y a eu un petit sourire, mais dans des yeux, avec des yeux morts. Avec des yeux morts. Ben, vas-y, Des Marie. services à la clientèle, c'est ça. Ouais, je connais ça. Been there. Moi, j'ai un update sur une nouvelle que tu as apparemment fait il y a longtemps. Donc, Ouais, Buffy, J'étais plus sûre. C'est une nouvelle de Buffy. C'est pour ça que je me suis dit, Ben l'a peut-être déjà fait. En fait, c'est qu'il y a eu un update. Il y a des livres qui vont sortir, parce qu'il y a des BD de Buffy, mais là, il y a des livres et c'est des young adults, donc des livres pour jeunes adultes. Ça va être une série, ça va être une trilogie. Et ça va être une suite directe à la série. Et c'est, je ne savais pas, Disney a une chaîne de livres aussi, parce qu'ils ont tout apparemment. Donc, c'est Disney Hyperion. Oui.
Attends une minute, excuse-moi Marie, je te coupe encore, je suis désolé. On va voir si ça va fonctionner, mais je vois son image à shake, là, mais celui qui veut nous tuer... Non, avec plaisir. Écoute, je t'arrête 2 secondes, je suis désolé. Mais là, tu vois, ça marche pas. Julien, on a essayé de te rentrer dans la conversation, mais non, laissez le on temps. voit sa Peut-être face. qu'il faut qu'il aille dans le petit écrou. Non, faut pas qu'il... Selon mes indications, sa connexion de la mort. Ben, tabarnak. Ça, toi, la belle technique. Nous entends-tu, Julien? Bon. Oh, on l'a perdu. Non, on l'a perdu. Le borderline est pas... Mais ça va l'air d'une vidéo de kidnapping. Mais... Exactement. Clique 2 fois des yeux, Julien, c'était correct la prochaine fois. Bon, ben je vais... Désolé, je n'ai pas timé ça. Aucun problème. Donc, Disney. Je savais pas une branche de livres, apparemment, qui s'appelle Disney Hyperion, qui sort des livres. Et c'est le premier projet de Disney qui focus sur le Buffyverse. Le synopsis, c'est que c'est Frankie Rosenberg, donc la fille de Willow. Donc, Willow a une fille, ça se passe à Sunnydale, et elle lui apprend la magie, mais à condition que ce soit pour faire le bien, parce qu'on se souviendra, spoiler alert, Willow, ça a mal viré son affaire avec la magie. Elle s'est un petit peu laissée emporter. Donc, elle accepte de lui apprendre la magie, mais juste si c'est pour rendre le monde meilleur. Et là, il y a quelque chose qui arrive, et on pense que ça arrive à Buffy et à Fate, et Frankie est obligée de devenir une Slayer. Donc, une jeune Slayer, et elle doit sauver le monde encore, j'imagine. 72e pas mal ça, fois. Buffy. Avec un loup-garou... quelqu'un qu'on décrit en tant que hot but nerdy demon. Oui, c'est ce qu'on m'appelait au secondaire. Hot but nerdy. Oui, Ben. Pourquoi le monde rit, en tout cas? Ouais. Je tousse. Et Hailey, une personnage, je pense qu'on l'a vu dans d'autres publications, qui est la sœur d'une autre Slayer. Et on ne sait pas si Buffy et Fate sont vivantes, et donc Frankie doit sauver le monde. Donc c'est ça, c'est une trilogie, comme j'ai dit, qui sort le 22 janvier, et je ne sais pas à quelle fréquence ils vont sortir les livres, mais le premier va sortir le 22 janvier. Puis j'ai quand même... j'ai pas réussi à trouver qui est-ce qui l'écrivait, parce que c'est vraiment comme une grande chaîne, fait que c'est pas basé sur un auteur précis. Je l'avais, son nom, c'est une autrice qui travaille avec qui a déjà travaillé dans des grosses... c'est séries à elle, assez populaires pour jeunes adultes, mais le nom m'échappe. Mais ce que je trouve intéressant de ce que tu viens de dire, parce qu'à l'époque, quand j'en avais parlé, c'est qu'il y avait très peu de détails. On savait juste qu'une série s'en venait, qu'une trilogie s'en venait. Fait que là, on parle vraiment d'une suite à la télésérie. Là, on revient à Sunnydale, donc Sunnydale a été reconstruit. C'est plusieurs années plus tard, parce qu'il y a autant de temps en réalité que dans la vraie vie qui se sont écoulés depuis, si Willow a eu un enfant. Là, en tant que fan de Buffy, donc... Oui, ça rend vraiment intéressant, puis ils veulent vraiment ramener l'esprit un peu de jeune fille badass, mais des personnages drôles, puis avec une narrative qui parle des valeurs, puis tout ça. Là. Donc, non, je suis intriguée, puis j'aime quand même ça, la lecture jeunesse. Ça peut être quand même excellent. Moi, ça dépend lesquels, mais... Pas Twilight, mettons, mais qui n'est pas un bon exemple, mais de la très bonne littérature jeunesse quand même. Oui, de qualité. Même. On va essayer Buffy, Harry Potter, tout. Oh, Julien! Tu entends-tu, Julien? Caroline, Julien, qu'est-ce qui se passe, man? T'as-tu mis de la vaseline sur ta lentille? Tu sais, les photos dans genre de Grudge, ou les faces fondent, là. On dirait que Julien nous parle de l'au-delà. On dirait que t'es le même, là. Non. Bon, non, on n'a pas le son. Il n'y a pas de son. Fait qu'on... Oh my God. Je l'entends sacré. Oui, si, je le vois sacré. Ta petite face. Bon, ben, on va se laisser, Julien. Je suis désolé. Oui, je vois que tu te fais dans Fais-nous des mimes. Oui, OK. Ben, mais je peux-tu parler de ton émission du samedi prochain à Décideret? Peux-tu? Il a l'air à dire oui. Ouais, fais ça pour oui, là, avec ta tête. Fais ça pour oui, Julien. Et ça, on dirait un nom. Mon Dieu. Au pire, demande à Rachel, elle pourra nous aider. Là. OK. Bon, on va dire salut, Julien, parce que là, ça marche pas. Bye! C'était peurant, mais on t'aime pareil. C'est le caméo le plus fucking weird qu'on a eu. Pour vrai, ça prend le support visuel. Juste à l'audio, puis ils sont comme... Je sais pas ce qui se passe. Je sais. Le show est principalement fait pour l'audio. Là, ce bout-là, imaginez Julien, téléphone en vertical, qui parle, mais qu'on l'entend pas, puis que sa caméra est vraiment blurry. Là. Ouais, exact. Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine ou à Décideret, Jake? T'es-tu là? Je vais le dire. Là, je pense que oui, s'il est choqué contre moi, c'est qu'il fait un spécial BD.
Ah, Donc là, j'ose pas trop nommer les auteurs parce que je sais pas s'ils ont tous confirmé, mais je pense que oui. Donc, il va recevoir 3 auteurs de BD. Puis moi, Julien, je le trouve vraiment excellent comme intervieweur. Là. Fait que, tu sais, la fois qu'il avait reçu le gars des Têtes à claques, c'était une super bonne entrevue. Fait que j'ai bien hâte de l'entendre poser des questions à ces 3 auteurs-là. Fait que c'est tout. Fait que si vous... Tu sais, Décidérés sont un peu dans la même famille que les Mystérieux. Là. C'est un podcast d'amis. On connaît tout le monde là-bas. Eux autres, ils font souvent référence à nous autres. Fait que, tu sais, j'imagine que les fans des Mystérieux écoutent le show, mais si c'est pas le cas... Oui, on a des auditeurs, des auditrices qui écoutent les 2 podcasts. J'ai reçu d'ailleurs un courriel d'une personne aujourd'hui qui consommait l'ensemble du verse. De la culture populaire. Aussi. Mais du verse Mystérieux Étonnants Décidérés. C'est à 11h sur choc.lol.hasard. Donc, allez-y vers 11h10, le temps que les pubs plates passent, puis vous allez être juste à temps. Donc, c'est le samedi. Le temps que les téléphones puis les micros marchent, en général. Ce qui est vraiment génial, c'est que là, vous le voyez pas, mais moi, j'ai un centre de contrôle avec des options auxquelles vous n'avez pas accès. Et Julien est encore devant son téléphone à boire une bière. Je sais pas s'il est conscient que je le vois, mais il s'est pas déconnecté. Oh, il est comme avec nous. Il est encore là. Ah, il vient. Ok, il m'entend. Il vient de me faire un petit pouce. Attends, on va le rallumer, voir. T'es encore là, Julien? Ah, il est encore là. Essaie donc de parler, voir. Mais ça doit être simple, là. Il y a une icône de micro, là. Il doit juste être muté, là. L'écrou, Julien, en bas. Non, mais en bas, là, il y a une caméra et un micro, là. C'est un des 2, là. C'est ça. Ben non. OK, bon film. Bye-bye. OK. Tu se croirais dans un meeting Zoom de job. Oui, c'est vrai. Bon, les meetings Zoom de job sont moins le fun que ça, je te dis. Ouais. Est-ce que je t'ai coupé, Marilyn? Est-ce que tu avais fini avec la nouvelle? Non, j'avais terminé. Parfait. Laurent, mon cher Laurent. Mon beau Laurent qui est en vacances. Ben oui. J'ai néanmoins une nouvelle très triste. On dirait que c'est souvent la rubrique nécrologique. De ce temps-ci, oui. De ce temps-ci, mais on a perdu un gros morceau près de nous. Pas nous personnellement, mais un Montréalais, un Québécois. Henriette Valium est décédé à l'âge de 62 ans, brutalement, le 3 septembre dernier. Peut-être que ça vous dit rien à la maison, parce que on parle de l'underground continu montréalais depuis genre les années 80. Là. Il fait partie de une vieille garde, là, mettons, avec Cyrus, Richard Suicide, Obom, comme cette clique-là des années 80. Mais lui, ces noms-là, ils ont comme plus ou moins eu un succès quand même au moins critique et plus public dans les dernières années. Mais Valium, il est resté tellement punk, puis tellement à l'avant-garde, puis tellement bizarre que, il est comme reconnu internationalement, mais tout le temps dans les places weird, genre. Fait que ce gars-là, il est mort, il était encore super productif, il venait de sortir 2 albums en 2019, il préparait une exposition en Serbie, il était comme, c'est ça, parce qu'il a fait beaucoup de BD, beaucoup de peintures divers médiums et tout, mais il y avait encore des belles années créatives devant lui, puis je trouve ça super triste. Puis c'est ça, si jamais, vous avez sûrement déjà vu soit de ses affiches, des pochettes de disques, toutes des affaires, ça fait vraiment partie de la vie contre-culturelle montréalaise. Là. Ces BD aussi, il y a encore des trucs de disponibles. Là. La plupart des choses qui sont sorties étaient de l'auto-édition, mais l'association en Europe a fait une grosse compilation qui est disponible là, de la plupart de ces vieux fanzines, genre Mille Rectum ou Primitive Crétin, si vous voulez des titres. Wow. Ouais. Puis, tu sais, c'est un dessin super, super, super précis, très, très chargé, très fouillé. Genre, il n'y a pas une partie de papier où il se passe pas de quoi, ou c'est comme ultra, genre, c'est une œuvre demandante, là. Mais genre, si vous y attardez, puis vous n'avez pas peur d'explorer des zones inconnu ou peu défriché parce que ça ressemble vraiment à rien d'autre. Il y avait son affaire. Là. Depuis 40 ans, il y a son affaire. Fait que c'est 62 ans, c'est jeune. C'est quand même très jeune. Okay. Toi, Jake, tu le connaissais-tu? Moi, j'ai déjà parlé de loin, mais c'est un mélange de
c'était quand même un gros bonhomme qui parle fort aussi. Là. Ouais. Toutes les fois que je l'ai vu, c'était un mélange de déférence respectueuse, mais aussi, genre, j'ai un peu peur. Un peu, mais tu sais, Ouais. j'ai vu tellement de témoignages comme quoi c'était un gars avec tellement un grand cœur, puis Exact. tellement fin, puis tout. Là, fait que, Moi, je l'ai juste rencontré une fois et c'était au dernier festival de BD de Montréal qui était en présentiel. Donc, ça doit être quoi, 2018 ou 2019? 2019. Ouais. Ouais. Puis on était voisins de table. Puis j'avais juste jasé un peu avec, puis parcouru son portfolio. Puis tu sais, j'étais vraiment sur le cul. Là. J'étais comme, wow, OK. Voir que je connais pas ça, cet artiste-là. Puis j'avais déjà entendu son nom souvent. Puis, puis justement, il y avait la grosse collection à vendre. Puis je m'étais dit, je veux l'acheter. Puis là, malheureusement, il est mort. Mais je compte mettre les mains là-dessus, c'est sûr. La vendez-vous chez Planète BD, Laurent? Normalement, oui, mais là, je suis en vacances. Fait que fouille-moi s'il y en a encore en stock. Arrangez-vous On avait avec son collègues. dernier livre aussi qui était une parodie comme vraiment sur l'acide de Tintin. Là. Ça s'appelait Nit Nit et le mystère du lambda rose. Il restait Ah quelques oui, j'ai copies vu la ça semaine passer. passée, mais là, c'est ça. Ouais, ben comme quand un auteur décède, habituellement, les gens se garochent. C'est ça qui se passe, hein, Ouais. mais... OK. Qu'est-ce que tu avais de ton côté, mon fêté, toi, mon beau Jake? Ben moi, c'est un peu rushant parce que dans la dernière semaine, moi, en fait, depuis que je suis revenu de mon road trip, ça a été ma vie, ça n'a été que le travail, puis je me plains pas, c'est super le fun, mais très peu de temps pour découvrir des nouvelles affaires, écouter des séries, des films, lire, etc. Puis là, la seule affaire que j'ai comme eu le temps d'écouter dans la dernière semaine, j'étais comme, mais c'est pas geek, ça. Puis là, ma blonde m'a c'est pas dit, grave, mais c'est pas l'ensemble. Je fais, ben Et oui, voilà. t'as raison, c'est Ah, ben, l'ensemble raison. de la culture Ben oui, populaire. c'est ça. Ouais. Donc, je veux vous parler d'un show qui n'est pas récent, mais que j'ai écouté dernièrement, qui est M'entends-tu. Avez-vous déjà entendu le parler show de de show? Florence Lompré, là. Exactement. Non, mais le conseiller la semaine dernière, je l'ai pas vu encore. C'est c'est Florence Lompré qui a fait ça. Vous la connaissez, là. Elle était dans Like Moi, elle a fait de l'humour aussi, elle a fait un paquet de sketchs et tout. Elle a coécrit et c'est aussi son idée, c'est son projet de base. Puis les 2 premières saisons sont sur Netflix. Il y en a 3. La 3e saison, c'est la finale. Il n'y en aura pas d'autres après. Et c'est absolument extraordinaire. Si vous êtes en manque de personnages forts qui vous donnent des émotions qui vont autant vous faire éclater de rire que partir à brailler, c'est pas dans le misérabilisme du tout. On est dans l'intelligence puis la compréhension des caractères des personnages. C'est vraiment brillant. C'est la manière que c'est écrit, ce show-là, j'en reviens pas. On l'a terminé hier et ça me hante depuis. Ça va me hanter encore longtemps. J'ai vu aussi que cette série-là, vu qu'elle est sur Netflix, elle a un gros succès à l'international aussi. Elle a gagné des prix à l'international. Et la 3e saison est juste disponible sur Télé-Québec. Mais t'es pas obligé de t'abonner. C'est pas comme Tout Point, exact. C'est pas comme Tout Point TV. Donc, évidemment, pour le reste de la planète, on souhaite qu'ils mettent la 3e saison sur Netflix au plus sacrant. Mais au Québec, on peut l'écouter sur Télé-Québec. C'est quelque chose que je peux pas plus recommander que ça. Là. C'est vraiment c'est du grand art. Pour moi, je pense que c'est un chef-d'œuvre. Et je suis extrêmement fier. Puis je me disais ça tout le long, là. À chaque fois qu'il y avait une scène intense avec Florence, j'étais comme, j'ai fait de l'impro BD avec. Yes! C'est hot! C'est hot! Elle! Oh, Puis, je l'aime, elle est elle. déjà allée chez Benoît et Simon quand ils habitaient ensemble pour un Mémoire vive, un épisode de Mémoire vive parce qu'elle jouait là-dedans aussi. Puis, il y a aussi, là, je veux pas me tromper de nom, c'est-tu Sophie Desmarais? C'est-tu ça son nom? Oui. Qui joue aussi là-dedans, qui a un rôle incroyable. Puis là, il y a une scène que les deux sont dans un bureau. Puis là, j'étais comme, les deux ont déjà été chez Ben pis Simon dans le temps. Oui. C'est malade. Oui. Wow! Toujours je suis connecté glorieux. avec des génies. Puis j'étais bien fier de ça. Puis pour vrai, c'est ça, c'est extraordinaire. Et puis je le dis, là, c'est pour tous. Pas dans le sens, tu sais, c'est des propos qui sont très durs, mais c'est jamais lourd. Et que vous tripez sur les robots géants ou sur
les films de drame de polyvalente, ça va plaire à quelqu'un là-dedans. Là. Rappelle le titre, s'il te plaît, Jake, pour les gens qui nous écoutent en direct. C'est M'entends-tu? Yes. Florence Lompré sur Netflix et la 3e saison sur Télé-Québec. Allez écouter ça, c'est malade. J'ai braillé ma vie. Yeah, je suis content de savoir que c'était sur Netflix. Je ne le savais pas, mais non plus. C'est une bonne représentation. Drôle. C'est drôle parce que là, vu que je l'ai terminé depuis hier, ça m'obsède un peu. Fait que je vais voir des making-of, des entrevues, comme plein de trucs. Puis je tombe sur YouTube, puis c'est comme, le channel du gars geek, là, entouré de ses figurines d'animé japonais, il fait un review de ça, Puis je veux juste vous recommander, listen to it in its original audio because the actors are really great, so don't be afraid of subtitles. Puis je suis comme, c'est un geek qui fait un review de Can You Hear Me Now? Ou je pense que c'est ça, Hear Me Now en anglais. Mais voilà, allez écouter ça, puis c'est une production québécoise dont je crois qu'on peut tous être très fiers. Excellent, Jake. Il y a Mysterio Sam qui, sur Twitch, les lundis, on diffuse sur Twitch, YouTube et Facebook, qui vient de partager le lien vers la 3e saison, donc sur le site de Télé-Québec. Merci à lui. Yes. Moi, j'ai une petite nouvelle concernant Ghostbusters, parce qu'il y a un pari que j'ai fait l'année passée, c'est de ne pas mourir tant que le prochain Ghostbusters sort, Ghostbusters Afterlife. C'est censé sortir le 10 juillet, puis là, finalement, ça a été repoussé au mois de novembre. Et le film a été repoussé encore une fois d'une semaine. Ça vient tout juste d'arriver. Là, on comprend que la pandémie, c'est arrivé pour plein de longs métrages, mais là, ils se précipitent, puis ils essayent de pas trop se marcher ses pieds parce qu'ils savent qu'il y a des films qui vont attirer plus de gens que d'autres. Et là, on est passé du 11 novembre au 18 novembre. La raison, c'est pour s'éloigner de Eternals et parce que la sortie de Top Gun Maverick, qui est le prochain Top Gun, a été repoussé au 27 mai, ce qui ouvre beaucoup d'écrans IMAX pour le film Ghostbusters Afterlife de Jason Reitman, qui est le fils du réalisateur Ivan Reitman, qui a réalisé les 2 premiers Ghostbusters. Donc, on a une semaine de plus à survivre pour voir. En tout cas, je parle on, mais c'est au moins, là. Une semaine de plus à survivre pour le voir. Là, il faut pas trop jouer avec les dates, là. Moi, j'ai comme l'impression que je vais pas quoi. Genre, le prochain variant, il va s'appeler le Benny, parce que c'est moi qui va comme le... Là, arrêtez de jouer avec la date de Ghostbusters Afterlife. Le Benny, ça a l'air d'un variant de poulet. Plus. Ouais, c'est ça. Un gros nez. Il a l'air de goûter bon. Ah oui. Ça dépend d'où. T'as-tu pogné le Benny? Ah oui. C'est bon. Celui sauce ou l'autre? Ah oui. En tout cas. Fait que, bon. Et pas là. Donc, Top Gun Maverick, ça sort le 27 mai, 5 novembre pour Eternals, et je rappelle Ghostbusters Afterlife, repoussé d'une semaine pour le 18 novembre prochain. Puis j'en profite pour vous parler de la trame sonore originale de Ghostbusters 2, qui est disponible, ou qui sera bientôt disponible pour la première fois en 32 ans. Version de Ghostbusters 2? Ouais. Qui était pas disponible, donc on la met sur le marché maintenant. Là. Vous pouvez déjà précommander votre copie vinyle, copie de CD et même copie numérique. Copie qui va sortir le 16 octobre dans un CD? Ouais, il y a du monde encore qui achète des CD. Ben, regarde. Why not? Ben ouais. Je peux pas juger, là. Mais probablement que les gens qui achètent la trame sonore de Ghostbusters 2 achètent soit un vinyle, soit une CD. Les diagrammes de Venn. C'est ça, exactement. C'est un gros rond. C'est cette personne-là en plein milieu. Et d'ailleurs, il y a Sony Pictures qui vient de mettre sur Internet une commentary track, donc une bande de commentaires avec le compositeur original de la bande sonore, un certain Randy Elderman, qui est encore vivant aujourd'hui, qui commente la séquence d'ouverture de Ghostbusters 2. C'est super intéressant. Donc, si au pire, allez, vous ne mettez pas la main sur la bande originale, allez jeter un coup d'œil à la pièce de commentaires, à la track de commentaires. C'est vraiment cool. Avec Randy Elderman, Ghostbusters 2, 32 ans après sa sortie. Ça nous rajeunit pas, ça. J'ai aucun souvenir de la trame sonore du 2. Et quand même pas super. C'est la pièce maîtresse là, qui est plate. Là. Ils ont transformé le truc en rap comme tout ce qu'ils faisaient dans le temps. Ouais, c'est ça. Du rap tout ce que je me rappelle aussi. C'est quoi la toune qu'il y avait dedans, qui fait danser là, au marché, la Statue de la Liberté? Il y a une toune pendant qu'elle marche. Oui, là, je ne l'ai pas par cœur, mais je sais exactement c'est quoi, mais c'est pas une pièce qui a été faite pour le film, mais super bonne. C'est une toune de party. Écoute, Lift Me Higher, Your Love, je sais pas c'est quoi le nom, là. Faudrait que j'aille voir. Qu'est-ce que tu as de ton côté, Laurent? Oh, déjà? Ben oui, ben écoute, c'était rapidos, comme disait. Ben oui.
Vous savez, on parle souvent de Letterboxd maintenant, parce que je passe ma vie là-dessus. Il y a un utilisateur de Letterboxd que je suis depuis quelques années qui s'appelle Ribcage, donc une cage thoracique. Que je le suis parce que c'est un anglo, mais il fait une série avec son kid, en fait, qui appelle Kaiju and the Kid. En fait, son enfant, il trippe sur les films de Kaiju. Puis depuis qu'il a l'âge de 2 ans à peu près, ses logs de films de Kaiju, c'est en fait des affaires que son kid il dit pendant qu'il écoute le film. Fait que souvent des affaires qui n'ont pas de sens parce qu'il y a 2 ans ou genre quand il s'ostine avec lui que genre ah c'est Godzilla, non c'est pas Godzilla, on n'écoute pas un Godzilla ou quelque chose de même puis tout. Il compile ces affaires-là. Puis là, le kid, il s'en vient plus vieux. Il a 5 ans et demi. Puis, ça commence à faire plus de sens, où il s'assoit plus pour regarder les films qu'avant, puis en parler. Sauf que le petit gars, il est rendu vraiment une genre de sommité de Kaiju, si je comprends bien, parce que tous ses temps libres, genre, il y a 100 000 jouets de Kaiju qu'il passe ses temps libres à regarder des vidéos YouTube de chaînes d'information sur les Kaiju, puis tout. Fait que le petit gars, il trippe full. Puis là, lui, son père, il a des podcasts de cinéma avec de ses amis, puis là, le petit gars de 5 ans, il a décidé que lui aussi, il voulait faire un podcast. Fait que là, lui et son père font aussi un podcast qui s'appelle Kaiju and the Kid. Pour l'instant, il y a seulement 2 épisodes de sortie, donc c'est vraiment un kid de 5 ans qui parle de sa passion pour les monstres géants. Si jamais vous êtes en manque de terre Kaiju pendant que c'est en hiatus, en attendant la prochaine saison. Pour l'instant, c'est ça. Là, il y a un épisode sur le premier film et un épisode sur Godzilla Raids Again. J'ai pas eu le temps d'écouter tout encore, mais ça a l'air vraiment le fun. C'est des épisodes de combien de temps? C'est une demi-heure? C'est genre une heure. Genre. 1 heure, man? Écoute, un enfant de 5 ans assis pendant 1 heure, c'est déjà un exploit. Ouais, fait que c'est ça. Si jamais ça vous tente de vous changer la vibe un peu, parce que tu sais, Jake et Chen, c'est aussi des grands enfants qui parlent de monstres qui se tapochent, mais un véritable enfant, si jamais. Très beau t-shirt d'ailleurs, Laurent. Oui, merci. Kaiju, et voilà. Hey, pendant que Laurent faisait sa nouvelle, j'ai regardé un truc rapidement sur YouTube. J'ai eu une notification. Sur Facebook, pardon, j'ai eu une notification. Puis Julien Bernatchez qui était en train d'essayer de streamer pendant qu'il nous écoutait tantôt. C'est ça qu'il faisait. Il se streamait sur Facebook pendant qu'il essayait de se connecter. Fait que je sais pas ce qu'il a fait, là, mais ça marche pas. Ça marche pas tout. Julien. Eh boy. Marie-Lune, qu'est-ce que t'avais d'autre, toi? Ben, je te vole peut-être une nouvelle. En fait, c'est que j'ai écouté 2 séries entre 2 vieux épisodes de Grey's Anatomy et entre ne pas écouter Mandalorian. J'ai écouté 2 autres séries. T'as beaucoup de temps libre dans la vie quand t'écoutes pas de Mandalorian. Oui, mais tu manques une excellente 2e saison. Je pense que samedi, j'ai promis à quelqu'un de l'écouter, mais c'est flou. Fait que je sais pas à qui puis pourquoi, mais ça compte pas. Ah, t'es en état d'ébriété pour promettre ça. Je pense qu'on s'est mis à la traiter de Jar Jar Binks, puis là, c'était comme une façon. Ah oui, il était vraiment insulté, j'ai un flash de ça. Tu sais, c'est comme c'est par là qu'il faut qu'on passe, faut qu'on te traite de Jar Jar Binks pour que t'écoutes de Mandalorian. Jar Jar Binks ou de Hufflepuff, puis je vais y aller. Je suis pas une pauvre souffle, tout le monde. Donc, j'ai écouté 2 séries sur Netflix que j'ai binge-watché, puis je fais pas souvent ça. Regarder une série, tu sais, binger, écouter toute une série, toute une mini-série, puis pas être capable de décrocher, c'est rare. J'espère. D'habitude, je déguste. Et là, c'est 2 séries policières. La première, c'est Clickbait. Est-ce que tu l'as écouté? Ouais. Non, c'est vraiment pas ça, tu vois. Mais quand j'en parlais tout à l'heure, je suis dans une autre zone totalement. Est-ce que vous l'avez écouté? Non, pas du tout. Ça a-tu de l'air bon? Est-ce que c'est... Parce que je l'ai vu passer, puis j'étais comme, peut-être que j'écouterais ça. Je trouvais que ça avait l'air cheap et cheesy. Et là, dans un de mes nombreux groupes de True Crime, tout le monde capotait. J'étais comme, bon, on n'a pas tout le temps les mêmes goûts, même si on tripe sur le même podcast. Je suis pas sûre, je vais l'écouter. Et j'ai vraiment aimé ça parce que c'est fait de façon un peu qui a l'air un peu cheap, même la coloration, la manière que c'est filmé, mais tellement bien joué, tellement bien écrit que tu oublies parce que tu veux savoir ce qui se passe après.
c'est bien écrit, c'est bien ficelé, fait que tu veux voir. Et c'est, tu sais, des fois, il y a des séries aussi que tu veux finir, tu veux savoir le punch, mais c'est désagréable pendant, mais tu veux l'écouter pareil parce que tu veux savoir c'est qui le méchant, tout ça, puis tu te forces. Mais là, c'était vraiment agréable. Il y a plein de pistes, il y a plein de C'est quoi rebondissements. l'histoire, par contre? C'est quoi la prémisse? C'est ça. En plus, le nom, je trouve ça vraiment pas clickbait. C'est, Ben ouais. en fait, c'est une vidéo qui apparaît sur YouTube et c'est un gars qui a l'air amoché, qui a l'air kidnappé. C'est pas Julien Bernatchez. Et il y a une pancarte et c'est écrit « Abuse women » et il y a une deuxième vidéo, c'est « I killed a woman ». Et là, c'est écrit à 5 millions de views, je vais mourir. Et là, tout le monde capote, mais tout le monde le regarde, mais sa famille voit ça, puis ils sont comme fuck, c'est quoi ça? Faut qu'on le trouve, la police le cherche. Et en fait, il creuse, mais la police veut surtout savoir, quand il commence à creuser, est-ce que c'est vrai, au lieu de se forcer à trouver le monsieur. Donc, la famille décide elle-même, sa femme et sa famille, d'essayer de le trouver pour le sauver, peu importe la raison pourquoi il a été kidnappé. Et il y a 8 épisodes de 40 minutes. C'est une collaboration Australie-US. Et ça nous amène vraiment dans plein... Tu sais, quand t'es comme... Oh, je suis intelligent. C'est sûr que c'est lui. Personne n'y a pensé. C'est ce dude-là. Puis là, tu penses que c'est... Il y a juste toi qui as trouvé cette solution-là. Mais they know. Puis là, ils t'amènent ailleurs. Ils sont comme, mais non, mon petit cœur. C'est pas ça pantoute. T'es pas attentive. Le punch... En tout cas, de tout ce que j'ai vu, tous les commentaires, personne s'y attend. OK. C'est quand même très poignant. Ça passe vite. Il y a des bons messages sociaux parce que, évidemment, il y a sur le fame, sur les vidéos, croire ce que tu vois en ligne, parce que les gens n'arrêtent pas de le regarder. Même si c'est écrit à 5 millions, il va mourir. Les gens n'arrêtent pas quand même. Donc, il y a beaucoup de trucs de justement comment on agit en ligne, mais il surligne pas trop. On sait pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de faire ça puis ça passe à côté ou c'est comme suranné. On a déjà vu ce message-là de on est trop souvent en ligne, blablabla, l'image en ligne. Là, on a déjà eu ce discours-là, cette discussion-là. Mais ça passe bien. J'ai vraiment aimé ça. C'est ça, 8 épisodes, 40 minutes. Je l'ai écouté presque d'un trait. C'est super bien fait. Ouais, OK. Tu vois, j'ai vu passer la bande-annonce, mais le titre m'inspirait pas. Je trouvais que ça avait l'air cheesy, true crime facile. Là. Des fois, il y a beaucoup de monde qui essaie de prendre avantage de cette mode-là du true crime, puis ça marche plus ou moins bien. Ça sonnait quasiment, années 90, là, c'était comme clickbait, de net. Ça fait très film, des frères Farrell, puis clickbait, puis t'as un gars sur un fond blanc, sa pochette, avec, comme ses autres amis dudes, puis ils sont comme... J'ai vraiment imaginé là-dedans. Il utilise un Internet qui se peut pas dans la vision de 98 de la chose. Puis, mais c'est pour ça que j'en parle, parce que moi aussi, si on me l'avait pas conseillé autant, j'étais vraiment juste curieuse, puis j'ai vraiment aimé ça. Et j'ai écouté une autre série aussi, qui est 5 épisodes de 55 minutes, qui s'appelle Gone for Good. Est-ce que vous l'avez écouté? Non. C'est français. Le nom français est Disparu à jamais. C'est basé sur un livre de Harlan Coben qui est sorti en 2002. Il y a quand même longtemps. Harlan Coben, qui est un auteur policier très, très, très prolifique. Il y a déjà une série qui s'appelait Safe, qui est sortie sur Netflix en 2018, basée sur un de ses livres que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Puis que souvent, quand je cherche une série que je vais accrocher, que je vais binger, tu fais comme similar to. Puis là, la série que t'as aimée, puis t'en sortes. Puis à chaque fois, je suis comme, oui, mais... pas. La série Safe était vraiment bien, bien, bien ficelée, puis c'est beaucoup de backtrack, puis il y avait beaucoup de, justement, de fausses pistes. Disparu à jamais, c'est sorti en août sur Netflix, et c'est produit par des Français, et c'est joué par un Français britannique que je ne connaissais pas, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Finnegan Oldfield. Il a l'air de son nom, là, c'est un grand roux maigre, les cheveux frisés. Il a l'air de son nom. Ça veut dire quoi? Il porte un chapeau molon, puis il y a une Moi, je l'imagine avec un monocle, au moins. Ouais, moi aussi, je voyais un peu un monocle. Il a l'air d'avoir joué dans Harry Potter, mais il n'a pas joué dans Harry Potter. Okay. Donc, c'est une série française, comme je disais, 55 minutes, 5 épisodes, et c'est... il y a beaucoup de flashbacks. C'est quelqu'un dont l'amoureuse dans le temps est morte.
et la famille de la personne qui est morte. Le frère de ce dude-là est disparu en même temps. Et là, tout se recoupe. Il y a des indices qui ressortent. Il pense que son frère est peut-être vivant. Et là, il commence à chercher. Et il y a tellement... C'est une toile d'araignée de genre 12 pattes. Et on va un peu partout. Mais toutes les histoires sont intéressantes. Et toutes les histoires sont aussi... sont finalisées. T'sais, on t'en voit pas dans une Goose Chase que finalement, on sait pas c'était quoi. On sait pas comment ça termine. Il n'y a rien qui m'énerve plus que ça. Tout a un but. Les acteurs sont incroyables. Des fois, j'ai des préjugés envers les... tu dois dire ça, envers les séries françaises. Bah oui, ils sont capables de le prendre. Surtout pour du policier, c'est pas leur force, même s'ils ont quand même fait du bon matériel. C'est très, très, très bien fait. Il y a quand même de la violence, mais c'est pas dark, c'est pas trop difficile. Et le personnage... Excuse-moi, tu l'as écouté en version originale ou tu l'as Oui, écouté je l'ai écouté en version originale parce que je l'ai commencé en anglais parce que mon Netflix est en anglais. Puis là, le doublage n'était pas super. Puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je suis allée dans les langues. Puis là, c'est original français. Puis je suis comme, OK, I guess, je vais essayer. Finalement, c'est très bien fait. C'est vraiment bien joué. Une saison seulement? Oui, c'est ça, c'est une saison, puis c'est terminé, c'est une mini-série. Il y a aussi un caractère social encore parce que le personnage principal, il est travailleur de rue, donc il y a beaucoup ça aussi. Ses collègues, son collègue, c'est pas un spoiler, c'est un ancien nazi qui s'est réformé, qui est maintenant travailleur de rue, puis qui aide ces gens-là. Donc il y a des bonnes critiques sociales aussi, parce que je me souviens plus où ça se passe, mais au coup de gangs de rue, de HLM, tout ça. Mais c'est encore là une très bonne histoire, bien ficelée. Il y avait une bonne base de Arden Coben, mais ils ont vraiment rendu justice. Donc, je le suggère, Gone for Good ou Disparu à jamais. Génial. Puis l'autre avant que tu avais dit, c'était quoi? Clickbait. Puis il y a un Twitcher qui nous a écrit G. Lunique. En fait, la chanson que tu cherchais, Marilyn, tout à l'heure, c'est de Jackie Wilson, Your Love Keeps Lifting Me Higher. Your love keeps lifting me higher. Ouais, c'est full bon. Ah, c'est what they did. Pascal Maire. Ben ouais, c'est ça. T'avais-tu quelque chose, toi, Jake? Sinon, moi, j'ai bien des affaires dont je peux oui, ben, je peux y aller rapidement parce que, encore là, tu sais, c'est pas des trucs dans l'actualité, mettons. Quoi que non, c'est pas vrai. Ça m'arrive une fois de temps en temps d'aller dans une librairie puis là, de faire comme, hein, quoi? Mon auteur préféré a sorti un nouveau livre, j'en ai jamais entendu parler. Et c'est sorti il y a 3 ans. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est weird quand ça fait ça parce que tu te dis, on passe tellement de temps sur les réseaux sociaux et des algorithmes sont supposés nous connaître puis juste vouloir nous vendre la shit qu'on veut consommer. Puis là, c'est comme Marc, tu me l'as pas dit. Ouais, c'est ça. Exactement. À quantité d'annonces de char que YouTube me suggère avant mes vidéos, là, il me connaît pas tant que ça, l'algorithme. Parce que d'un, j'ai pas de permis de conduire puis j'ai vraiment pas l'intention de m'acheter un auto. Ouais, l'algorithme, ces temps-ci, me propose beaucoup de styles d'affaires de genre personne ne peut résoudre ce problème mathématique. Là, oh, merde. Là, genre avec 150 000 commentaires de gens qui appuient. Je suis comme, pourquoi je vois ça? Arrêtez de répondre à ça. T'as liké de quoi à un moment donné, puis c'est là, t'es marqué à vie. Là. Boulié par les mains. Mais je sais que Jake, à un moment donné, il avait liké une entrevue avec Emma Stone, puis il y a eu des Il y a eu plein de vidéos d'Emma Stone pendant des mois. Ben oui, puis là, ce qui est drôle, c'est des mathématiques. C'est pas un problème. Ben, puis là, ma blonde, elle a plein de pubs, évidemment, de chandail de loup. Là. C'est elle, ça s'arrête pas. Oui, des documentaires sur les loups. C'est juste ça, son Facebook. Mais non, mais je veux vous parler d'un de mes auteurs préférés qui est Winchloss. Êtes-vous familier avec ce nom-là? Non, Winchloss. Oui. Bon, ben Laurent, toi, je savais que tu le connaissais, mais Marilyn, Benoît, vous savez pas c'est qui? C'est un auteur qui faisait de la BD très, très punk, très trash, mais qu'en même temps, il y a une technique hallucinante d'illustration. C'est lui qui avait fait l'adaptation de Pinocchio. L'adaptation un peu trash qui est genre le plus beau livre du monde. Là. C'est une des meilleures BD ever, ça qui existe. C'est vraiment incroyable. Il a aussi travaillé comme réalisateur sur Persepolis, le film d'animation basé sur la BD de Marjane Strapi. Et il a sorti un album, Nowhere, je crois qu'il a commencé ça pendant la pandémie, qui s'appelle « J'ai tué le soleil ». Puis, honnêtement, j'aurais de la misère à bien la vendre juste à cause du thème.
Puis c'est pas parce que le thème n'est pas intéressant, mais c'est qu'il est un petit peu refait et refait. Donc, imaginez-vous ça. Dans un futur post-apocalyptique, 3 petits points, That's new. il y a une invasion de zombies. Et c'est un homme qui essaie de survivre ça. J'avoue Fait que cette prémisse-là, on l'a peut-être déjà vu un peu dans les dernières années. Là. Pour vrai, c'est ça qui est dur. C'est pour ça que c'est dur de vendre cette BD-là. Par contre, si vous connaissez l'auteur, vous savez qu'il ne va pas faire ça de manière traditionnelle et prévisible et plate, parce que c'est un gars ultra créatif, visuellement, qui est incroyable et qui a un des sens de l'humour les plus noirs que j'ai jamais lu de ma vie. C'est très, très, très dark, mais très, très, très drôle. Fait que lui, tu sais, dans son monde post-apo, les animaux peuvent devenir des zombies aussi. Donc, imaginez, genre, tous les petits caniches, là, qui s'en viennent, puis qui vous attaquent, là. Fait que, tu sais, on est dans ce zone-là. zombies. Exactement. Il y a vraiment une bataille contre des chihuahuas zombies et c'est terrifiant, là. Puis c'est vrai que ça le serait. Ça serait terrifiant. Tu sais, tu veux pas Définitivement. 20 chihuahuas sur toi, genre... Déjà, en partant, un chihuahua, c'est envoyer du démon. Même Ben oui, pas exact. zombies. Ça dépend lesquels, hein? Mais bon. Oui, Il y en a qu'on aime. Il y en a qu'on aime beaucoup. Mais Abou, je pense. Je pense à Abou, le chien. Ah, vous, ouais, le pareil. chien de notre ami. Ouais. Ben oui. Fait que allez quand même voir ça, parce que même si la prémisse a de l'air refaite et refaite, juste à cause de l'auteur Winchloss, j'ai trouvé ça passionnant, j'ai trouvé ça super hot, et ça s'appelle « J'ai tué le soleil ». Génial. Ouais, ça m'intrigue. Tu l'as-tu vu, Laurent? Tu l'as-tu... On l'a reçu, je l'ai regardé vite, mais j'ai pas eu le temps de le lire encore. Puis j'avoue que j'ai bretté. Il était passé un film de Winchloss l'année passée à Fantasia. Puis j'avais vraiment pas aimé ça, fait que ça m'a comme un peu échaudé. Fait que là, je me suis pas pitché sur la BD, mais pour vrai, l'objet est beau. Je vais le C'est aussi un animateur? Oui, mais là, réalisateurs, cette fois-là, c'était son premier film en vraie personne, comme on dit. On dit ça, non? Ah, ouais, on fait je trouvais là aussi, tu sais, c'était un peu une prémisse remâchée, là. C'était un rape and revenge ben de base, là. Fait que j'étais comme... Ouais, c'est ça. J'ai 2 trucs. Voulez-vous que je vous parle de Star Trek ou de Alien? Les deux. Alien! Hey, ça serait hot, Star Trek versus Alien, ça se peut. Je pense là, que c'est ça sûr. existe. Ça Des années doit être 90. malade. Ça serait parfait. À vous, ça fitterait. Donc, vous me Ils dites... font tout... Excuse. Oui. Tu sais, l'équipe de Star Trek font toutes pas les erreurs du Nostromo. Là. Ils sont comme, non, on reste en quarantaine. Non, on pourrait s'asseoir puis se parler. Puis, tu sais, ça serait peut-être une bonne chose en passant qu'il n'y ait pas de la rouille puis de la condensation dans le vaisseau spatial. Du ça de même. Tout est réglé en 24 heures. C'est ça. C'est ça. Surtout qu'on Il y en a a pas de problème. Tu sais, ça peut l'humidité. Fait que j'ai entendu votre appel. Je vais vous parler maintenant de Star Trek. Donc, deuxième saison de Star Trek Picard qui s'en vient assez rapidement, en 2022. Donc, on a à peu près 4 mois. Puis c'est Deadline qui rapporte qu'il y a un personnage récurrent qui va être dans la deuxième saison. Là, je sais que je m'adresse à tous les gens à la maison qui trippent Star Trek, donc vous êtes plusieurs. L'actrice Annie, elle a vraiment un nom spécial, j'ai de la misère à le prononcer en anglais. Wersching, c'est W-E-R-S-C-H-I-N-G, qui va faire partie de la distribution en tant que Borg Queen, qui est un recurring character, donc un personnage qui va être récurrent durant la deuxième saison. Et c'est un personnage qui a eu sa première apparition dans Star Trek First Contact dans les années 90, en 96, fait que ça fait vraiment longtemps. Elle était interprétée par une certaine Alice Cridge qui a arrêté d'interpréter le rôle quand le personnage est revenu dans Voyager, qui est interprété par une autre actrice, mais pour le dernier épisode de la saison, il est revenu. Et là, j'ai vu que Jake avait fermé sa caméra en tabarnak pendant que j'étais en train de lire mes notes. Super visuel, ça, Jake, un podcast. C'est Laurent qui a commencé. C'est Laurent qui l'a fait, mais tu regardais pas. Puis là, j'étais comme, Je regardais pas, j'étais en train de lire mes notes. Moi, je l'ai pas fait, monsieur. blague. Bon, fuck, Gab, c'est ça. On t'écoute, Ben. Non, c'est correct, c'est beau, c'est beau. Elle est partie, Non, puis c'est elle beau, est c'est beau, revenue. c'est beau, c'est beau. Je vais repartir. Maintenant, je vais parler d'un grand incompris, lui également. Et je sais pas, j'ai de l'empathie envers cet homme de talent. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Frank Oz, qui est le marionnettiste devenu réalisateur Frank Oz, Oh, oui. qui travaille entre autres choses avec Jim Henson. On doit
On doit il a donné la voix à plusieurs personnages des Muppets et Sesame Street, dont Miss Piggy, Grover, Animal, Sam the Eagle et Bert, de Bert et Ernie. Puis il a donné une entrevue récemment au journal The Guardian et il a révélé que Disney ne voulait plus travailler avec lui, que ça fait environ 10 ans que Sesame Street, ils n'ont pas demandé de participer à aucun projet lié à la franchise. Juste là, à ce moment-ci, je veux juste faire une petite note. En 2004, Disney a acheté The Muppets. Mais ils n'ont pas acheté Sesame Street, qui est resté la propriété du studio qui n'est pas en fait la propriété de Disney, de Hanson. Donc, c'est deux trucs complètement différents. Mais il a l'air assez malcommode. Ça, j'étais comme, il y a une raison. Il y a un peu un caractère de cul. Là. J'ai souvent vu en entrevue, puis il est un peu de mauvaise foi. Puis, tu sais, sa raison, il dit je suis pas du genre à prendre des ordres, puis je serai pas le genre de mopette qu'ils veulent voir. Fait que je vois pas ce que ça veut dire comme tel. C'est sûr que ça donne pas le goût. Non, c'est ça. En même temps, tu sais, il a prêté sa voix à Yoda quand il est revenu pour Star Wars The Last Jedi. Donc, Disney, à ce moment-là, voulait travailler avec lui. Puis ça, c'est pas la première fois que Frank Oz critique en fait les Muppets, là, y compris quand le film de 2011 est sorti, qui selon moi c'est un bon film de Muppets. Là. Ça fait 10 ans d'ailleurs, ce film-là. Mais donc, on risque de pas revoir Frank Oz du côté des Muppets ou Sesame Street. Puis je veux dire, quand tu te pognes contre les producteurs d'un show pour enfants qui se veut éducatif depuis presque 40 ans, peut-être que t'as pas tes priorités à la bonne place. Là. Mais c'est drôle, ça me fait réaliser, genre, aujourd'hui, si t'es une franchise ou une corporation qui veut pas se faire acheter par Disney, c'est comme insultant. Là. T'es comme, ben là, comment ça, tu veux pas m'acheter moi, là? T'achètes tout le monde, tu sais. C'est comme si, imagine, il avait acheté toute Fox, mais pas les Simpsons, genre, oh non, vous autres, c'est correct, on n'a pas besoin. Ça, on voulait laisser de côté. Comment ça? On est hot, nous autres aussi, là. Mais je pense que pour Sesame Street, d'où leur association avec PBS, qui est la chaîne publique américaine, puis c'est dédié à un public vraiment pour enfants, pour jeunes enfants, puis c'est énormément associé à l'éducation. Ça n'a jamais fait, à moins que je parle à travers mon chapeau en ce moment, là, mais ça n'a jamais fait partie des plans de Disney d'acheter Sesame Street. Ce qui est un peu mélangeant pour les fans et les gens qui suivent les deux franchises depuis longtemps, c'est que les univers se sont croisés à plusieurs reprises. Kermit a fait des apparitions à Sesame Street. Il y a un spécial de Noël qui est selon moi le meilleur fucking spécial de Noël jamais créé, où t'as toutes les mopettes puis tous les personnages de Sesame Street qui s'en vont d'un bon galop le temps d'un week-end au chalet. Puis c'est vraiment bon. T'as même les Fraggle Rocks. Puis ça n'a jamais eu de sortie DVD parce que le temps où la technologie est arrivée, l'achat avait été fait. Donc, puis il y a trop de... Mais ça se trouve, ça? Ah oui, ça se trouve. Tu demandes à Simon Chénier, puis il va te l'envoyer. Mais tu l'appelles tout de suite? Ouais. C'est drôle parce que, justement, j'ai regardé cette semaine le documentaire qui est sorti en début d'année à Sundance, je pense, qui s'appelle Street Gang, How We Got to Sesame Street. Ouais. Puis j'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment bon. C'est vraiment un documentaire sur la création de Sesame Street, puis tu sais comment c'était révolutionnaire à l'époque. Là, ça venait vraiment de genre, les kids, ils n'ont pas accès, il y a plein de kids qui n'ont pas accès à des livres, puis à apprendre des choses avant d'arriver à l'école, mais ils connaissent tous les jingles de bière qui passent à la TV. Comment on peut mixer les deux? On va leur apprendre les meilleures affaires, peut-être. Fait que c'était comme vraiment un show fait. Wow. C'était comme la première fois qu'il y avait un show vraiment éducatif puis qui était bâti, justement, avec des screenwriters puis les gars des marionnettes, mais avec des gens, des éducateurs spécialisés et tout. Là. Je trouve ça vraiment fascinant. Puis j'ai encore braillé aux funérailles de Jim Henson parce que c'est ça que je fais dans tous les documentaires. Big Bird. Oui. Mais oui, Big Bird qui chante It's not easy being green aux funérailles. Moi, c'est ça qui me touche aussi. Il y avait ça dans le documentaire sur le gars qui fait Elmo. Là. Ils sont tout le monde est triste aux funérailles, mais ils sont quand même en mopette, genre, à faire leur voix, puis c'est super émouvant. Là. À chaque fois, je suis comme... Qu'est-ce que tu allais rajouter, Jake? Tu allais dire de quoi? C'est juste que, tu sais, moi, j'ai un problème avec Passe-Partout, on le sait bien, parce que j'ai pas grandi au Québec dans cet âge-là. OK, mais eux, ils n'ont pas un problème avec toi, c'est toi qui as un problème avec eux. Là. Ils sont pas boycottés par... Il est en bif avec Bruno. Non. Il est plus petit brin. C'est clair que t'as un bif contre petit brin, c'ti.
Mais je me rappelle que Sesame Street faisait c'était une grosse partie de ma vie quand j'étais kid. Puis ça faisait partie de notre maison. Là, on avait un livre de cuisine de Cookie Monster. Puis, et je pense que ce qui me faisait triper de ça, c'est que je sentais que c'était comme... que ça niaisait pas les kids. Qu'il y a des émissions pour enfants qui te parlent comme si t'étais... whatever. Fait que... Puis il y avait une espèce d'esthétique très ghetto aussi. Ouais. Puis nous, on habitait vraiment dans un ghetto. Fait que c'était un décor que je pouvais reconnaître. Je me sentais chez... comme si ça faisait partie de chez nous. Tandis que là, quand je suis arrivé au Québec, tout d'un coup, Fardoche, il me faisait peur. Oh non, mais quand il se comme mon fâche. oncle méchant. Mais pour ajouter à ce que tu disais, Jake, tu disais que c'était une émission qui prenait pas les kids pour des épais. Je me souviens quand il y a un des personnages qui est décédé, c'est adressé dans le cadre de l'émission. Ouais. Je parle dans les années, je pense que c'est 80-90. C'était celui qui était propriétaire le genre de magasin général du quartier. Il y a une conversation entre une popette, là, une marionnette, et un Big des Bird personnages. qui se demande C'est où Big Bird, est-ce qu'il est allé. Ouais, où est-ce qu'il est allé? Est-ce qu'il va revenir? Puis il dit non. Puis c'est quand même parler de la mort à des kids de 3, 4, 5, 6 ans et plus. Là. Puis c'est Plus fait avec goût. Plus qu'on en passe partout, parce qu'à un moment donné, il y a Pruno qui parle de grand-papa Bee, puis là, il regarde la caméra, puis comme, avant, on avait une grand-maman Bee, mais morte! Puis là, il sort comme quoi? Puis c'était comme C'est l'époque bon, où c'est tout. t'es allé voir Jésus, puis là, Voyons. c'était réglé. Là, Elle est Hein? morte. Je suis comme, C'est voyons. réglé. Mais je suis contente, en fait, que Disney n'ait pas acheté Sesame Street, parce que, tu sais, oui, c'est très, très éducatif, puis oui, c'est raw, puis comme on dit, ils prennent pas les enfants pour les épais, puis aussi, c'est extrêmement inclusif. Ah oui, les mopettes. Même les mopettes, bébé Gonzo et non-binaire, maintenant. C'est vraiment Ouais, cool. mais on n'a jamais su c'était quoi un Gonzo. Non, Fait que c'est ça. ils ont juste l'avantage. On ne sait pas trop. Il y a aussi une mopette qui est sans abri. Il y a une petite fille qui est autiste. Tu sais, fait que c'est pas juste la représentation de on a mis une personne en chaise roulante puis une personne de couleur puis il y a deux filles puis we're covered. Tu sais, il y a vraiment des thèmes qui rejoignent tous les enfants et qui ont une représentation. Tu sais, t'es un enfant autiste, t'en connais pas souvent autour de toi ou quoi que ce soit, où t'as pas beaucoup de reconnaissance, puis tu regardes Sesame Street, puis il y a une petite mopette rose qui est autiste. Je trouve ça vraiment touchant. Puis rien contre Disney, mais j'ai comme l'impression que je veux que personne touche à ça, peu importe c'est qui, là, de Je pense pas parler que ça sur va ça. arriver, non, ça va. Je pense pas que ça va. Il y avait, tantôt, juste avant l'émission, je regardais une story Instagram, puis un gars qui montrait une genre de vieille fresque, une vieille peinture de Jésus, de Marie qui tient le bébé Jésus, puis il dit, j'ai juste 2 mots pour vous, puis ça va ruiner cette peinture-là pour toujours. Puis je suis comme, qu'est-ce qu'il va parler, là? Tu sais, il y a du monde qui se pense drôle sur TikTok puis Instagram, puis ils le sont pas vraiment, là. C'est même malaisant. Puis il dit Cookie Monster, puis tu regardes, il y a vraiment un Cookie Monster au niveau de la couronne de la mère Marie, puis je suis oh my God, je pourrais plus jamais pas voir Oh, ça. les Puis cookies. une grosse bouche ouverte avec des gros yeux, tu sais. OK. J'aime l'Internet. Mais c'est anecdotique pour Frank Oz, mais ça fait une couple d'années là, qu'il chiale, puis tu sais, il y a pas... Tu sais, il dit pas, tu sais, quand t'as pas de raison, puis tu tournes autour du pot, là, c'est... Peut-être que je connais pas assez le dossier, mais j'ai toujours eu l'impression qu'il était juste un vieux grincheux qui a été peut-être blessé à un moment donné, puis s'est dit, bah, moi, je travaillerai plus qu'eux autres. Là. Ou c'est eux autres qui ont fait, hey, fuck off, on n'a pas besoin de lui pour faire parler Fonzie Beer. Qu'est-ce que t'as vu? On était où? On était à Laurent. Puis, ouais, comme un dernier tour de table. Ben, j'ai plus grand-chose de nouvelles. Je peux vous parler de chlorophylle, si vous voulez. Ah, tu voulais pas Oui. me parler des Schtroumpfs? Ben, là, les Schtroumpfs, on en parle souvent. C'est encore bon. J'ai du fun, mais chlorophylle, hein? Tu te rappelles-tu de chlorophylle? Non, il est Aucune revenu idée sous c'est forme quoi. d'intégrale. Écoute, c'est une vieille BD qui passait dans le journal Tintin dans les années 50, fait par Raymond Machereau. C'est un petit mulot qui se bat contre des rats dans son petit coin de campagne. Fait que c'est très, très bucolique, c'est vraiment très animalier, aventure, pif paf pouf, là, mais j'adore ça.
Mais t'as acheté l'intégrale, c'est quoi ça? Ouais, ben écoute, je lisais ça à la bibliothèque municipale quand j'étais vous en jeune, parlez parce l'autre qu'on fois. se rappelle que la bibliothèque municipale, moi j'ai commencé à acheter des BD parce que j'avais tout lu sur la bibliothèque. Ok. Genre, wow, man. tout. Oh, man, quand Genre, c'est rendu un problème. Même celles que j'haïssais, là, je les ai lues. Parce Ouais. que je les avais pas lues encore. Toutes les Blake et Mortimer, là, je les ai lues. Ah, mon Dieu, tu t'es fait de violence comme ça. Ouais, Pauvre ben, Laurent. j'ai les 15 premiers, mettons. Ouais, mais les 15 premiers, Ben, j'ai jamais t'avais aimé ça, fini, mais j'en ai t'étais lu rendu un 15. jeune adulte, là, rendu là, tu sais, c'est... Ouais. Ben, My c'est God. ça, mais ça, je lisais ça, puis comme il y a vraiment une espèce de vibe très premier degré, tu sais, c'est vraiment tu sais, de l'aventure, puis tu sens un peu l'improvisation là, à la relecture, là, il est comme, là, il y a des péripéties dans le numéro de cette semaine, puis je sais pas trop comment je vais me tirer de là, puis tout, mais en même temps, c'est vraiment, tu sais, comme... Je trouve ça cute, comment il marche, tu sais, comme... Tu sais, oui, c'est des mulots, puis des rats, mais il se bagarre, genre, il y a un bon bout où il a mis tu sais, un soufflet, là, un vieux truc pour alimenter Les feux, ouais. les feux. Puis il a mis une fraise au bout, puis là, le petit mulot, il jump dessus pour envoyer une fraise d'en face du rat. Puis moi, je trouve ça hilarant. Fait que, tu sais, c'est ça prend des déchets, tu sais, de la campagne, puis ça fait de quoi avec, tu sais. Puis là, il enferme les méchants dans des canons, des canisses d'essence vides, là, genre, pour qu'ils soient prisonniers là-dedans, genre. Mais C'est si on cute, vient là. au Schtroumpf 2 secondes, Laurent, Ouais. ils en ont fait combien d'intégrales là, du puits des Schtroumpfs? Il y en a toujours que 4. Ça me semble que c'est le 4e, ça fait longtemps qu'il est sorti. Ça fait longtemps qu'il est sorti, mais tu sais, après ça, c'est les Schtroumpfs plus de payo. Tu Ouais, veux-tu c'est- vraiment ces intégrales-là, Ben? Les premières, mais pas les autres après, là, où est-ce que ça vient Ben, c'est un ça. peu... Tu sais, c'est l'essentiel de ce que tu veux. Là. Ouais, moi, je veux les Schtroumpfs Après purs, ça- là, ceux qui se donnaient des coups de maillotche à la gueule. Là, Ouais, Ouais. et voilà. avec des Ceux commentaires qui se politiques. transforment en saucisse en tapant sur un œuf, c'est toujours mon préféré. Oui, je sais, il rencontre le diable dans cette BD-là, d'ailleurs. Ouais. Ce Schtroumpf-là, il est jamais revenu, on sait pas si... Oh non, il est sûrement encore en enfer. Pauvre Schtroumpf, lui, il a vécu la prémisse du film comme Event Angel. Horizon, mais version Schtroumpf. Ouais. C'est Oh drôle. my God! Ah, j'aime Je trouve ça, qu'il se gouge c'est les vexant. yeux. Okidou. Mais ouais, c'est ça. J'ai toujours rien vu de prévu d'autre, mais on s'en fout des autres. en Bah. même temps. C'est correct. Qu'est-ce que t'avais, toi, Marilyn? Est-ce qu'il te restait quelque chose? J'ai un autre RIP aujourd'hui aussi. Oui. Ed Asner. Hmm. On en a pas parlé. On en a parlé samedi, Ben. Ben, Ed Asner. écoute, j'ai dit bien des choses samedi, donc je me souviens pas. Là. Qui était producer, qui était acteur. Il fait la voix du vieux monsieur dans Hop. Ah oui, 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 oui. Il fait aussi les voix dans Star Wars, Knights of the Republic, dans Gargoyles, dans Spider-Man, dans Batman The Animated Animated. Mhm. Series. Il a fait beaucoup de voix. Il était acteur, il était réalisateur. Il est mort à 91 ans. de vieux. 91 ans. Il est mort de vieux. Il a gagné beaucoup de Emmy, il a gagné beaucoup de prix, il a gagné des prix pour son activisme aussi. Il faisait beaucoup d'activisme dans sa communauté pour la représentation, pour la culture. Donc, il a beaucoup apporté à la culture de Hollywood, mais à la culture aussi pour les jeunes. Il a travaillé pour Pixar aussi. Donc, il est mort la semaine dernière. Donc, Ouais. le vieux monsieur de Hop est mort. Oui, t'as rejoint sa femme. C'est ça, j'allais dire, il est allé rejoindre Ellie. Je peux pleurer. Ah oui, ouais. Je l'ai appris en même temps parce que je suis allée regarder une nouvelle série sur Disney+, que j'ai pas encore écoutée, qui s'appelle Doug. Et c'est des shorts sur le chien, tu sais, que le chien qui parle dans Hop. Et donc, il y a quelques épisodes, c'est juste lui dans sa cour qui se passe des activités, qui se passe des aventures, mais sur son point de vue. Puis là, j'étais comme, oh cool, je vais aller voir ça. Puis là, je l'ai googlé pour en parler. Puis là, c'était t'as juste la appris la nouvelle. mort. Le vieux Ah, monsieur de Hop est mort. J'étais comme, oh non. Il jouait J. Jonah Jameson dans Spider-Man. T'as mentionné Oui, c'est Spider-Man, lui. mais il jouait J. Jonah Jameson, qui est un excellent Spider-Man. Ben, la série, mais sa performance aussi de J. Jonah. Avec le Spider-Man qui bougeait comme ça. Là. Avec le masque qui fait juste bouger un petit peu. Oui, oui. Mais c'est pas la version préférée à Laurent. Non. Laurent, c'est la version Ben, des années 60. Ouais, c'est juste le même du bureau. Là. C'est weird. J'ai jamais écouté la série. T'as jamais écouté ça? Ah, ok. Je pensais que Non. t'étais full fan.
Non, non, moi, ce je qui est suis fan drôle du de- même, mais... Ce qui est drôle de la série des années 60, c'est que tu catches comment que la vision de ce personnage-là a changé. Là. Parce qu'il y a vraiment une grosse voix super héroïque. Là. Tu sais, il parle comme ça. C'est comme si Spider-Man, il n'est pas supposé Il y a, pas il y a 14-15 ans, tu sais. Ouais, c'est ça. Ah oui, tout le monde, je suis là pour vous sauver. C'est moi, Spider-Man. Tu sais, genre ça. Puis le fait il peut générer de la toile dans Spider-Man Ouais. des années 60, il fait tout. Oui. Genre, il fait un c'est- char en toile, il va Ouais, faire exact. une machine expresso en toile. Ouais. Oui, il y a un fameux Ah, bout j'aime où ça, il quand même. fait un bateau, puis là, à la fin, il fait l'hélice, puis là, tu sais, il part ça. Ça fait pas de sens. C'est hot de la toile d'araignée, là. Ce qui est fucked up de cette série-là, quand je l'écoutais jeune, parce qu'il y avait celle des années 60 qui jouait comme en reprise, puis t'avais celle des années 90 qui jouait en même temps à Fox Kids, quand l'espèce de bloc de programmation de Fox Kids est sorti des années 90. La série des années 60 me troublait parce que dans la ville, il y avait personne. C'était juste Spider-Man, Mhm. puis les méchants qu'il rencontrait. Puis ça faisait des cités complètement désertiques. Puis jeune, Ouais. je comprenais pas pourquoi, mais ça m'angoissait. Le fait... 3-4 policiers dans la bijouterie à la fin. Ouais, C'est tout tout. à comme Puis- ah, ben là. Il y avait personne, mais il y avait de la crise de bonne musique et les ciels les plus psychédéliques au monde. Tous les ciels Ah, étaient bon, genre ouais. bleu, mauve, jaune, rose, vert. là. T'as tout le temps des ciels vraiment fucked up. Puis du gros big band qui joue, genre. Ouais, ouais. D'après moi, il y a des animateurs dans cette maison de production-là qui ont pris du UDP. S'inspirer. Mais c'était les années, hein? Bah oui, il fallait être là. Toi, il te restait-tu un truc, le Jake? Rapidement, parce que je l'ai juste vu tantôt, puis j'étais comme, peut-être que je vais me pogner ça bientôt. Je viens de voir que le dernier volume de Batman Black and White est sorti. C'est rare que je parle de super-héros mystérieux quand même. Mais Black and White, pour ceux qui ne savent pas, c'est une anthologie avec plein d'auteurs. Puis là, mon beau Daniel, il fait une histoire là-dedans. Ton beau Daniel Klee Daniel Warren Johnson. Daniel Warren. Johnson. Fait que je vais l'acheter Il juste l'appelle pour, mon beau Daniel. à Ben, faire. Dan. là. Dan. Je l'appelle Dan. Danny Boy. T'es-tu ami Fait que je vais Facebook l'acheter pour avec... ça. Comment? T'es-tu ami Non, on Facebook? n'est pas amis Facebook. Tu as-tu fait une Non. demande puis t'as refusé? Oui. Non, ben, je pense pas qu'il a refusé, il a juste comme. Ignoré. Il y a d'autres choses à faire, man. C'est correct, là. J'en veux pas. Mais. Whatever tu veux te dire pour te consoler. Exact. Puis, il y a aussi David Aja qui avait illustré Hawkeye avec Matt Fraction. Il y a aussi, est-ce que je le prononce bien? C'est-tu James Harron qui a fait la BD qu'on a parlé il y a une couple de semaines? Omega, Alpha Omega. Là, Ultra Omega. Écoute, je Ultra pourrais pas Omega. dire le nom là, par cœur. Là. On fait un show puis ça tombe dans l'oubli. là. Fait que- Mais c'est ça, si vous connaissez pas cette série-là, c'est assez incroyable. Évidemment, c'est anthologique, c'est juste des shorts, donc il n'y a rien à suivre. Mais on pige autant dans les auteurs mainstream que super indépendants. Fait que juste pour ça, c'est le fun. Et le seul thème, c'est Batman noir et blanc. C'est Noir et blanc. la seule concept. Une histoire en noir et blanc, that's it. Ouais, voilà. Excellent. C'est Deux petits trucs, puis on va, je pense qu'on va pouvoir se laisser là-dessus avant le sujet. On avait parlé à l'émission, je pense à l'épisode 638. Je pense pas, je l'ai noté, fait que je le sais. C'était le 2 mars 2020. C'était juste avant la pandémie. Oh, c'est, mon Dieu, le monde d'avant. Le monde d'avant où tout était magnifique, il n'y avait aucun problème. On avait parlé de la bande dessinée de Alien 3 adaptée d'un scénario de William Gibson, qui est l'auteur de science-fiction, père du cyberpunk, et entre autres a fait Neuromancer. Et donc, on n'avait pas bien aimé cette bande dessinée-là, si je me souviens bien. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que William Gibson avait écrit 2 traitements pour ce scénario-là, qui a finalement été scrappé. Là, David Fincher avait réalisé le film, c'était son premier long-métrage. Plein de scénarios avaient été patchés ensemble, la production, ça a été un petit peu le calvaire. Fait qu'on a eu le film. Moi, j'apprends à l'apprécier, Alien 3 avec le temps, là, mais c'est comme une fin de trilogie un peu décevante quand tu finis avec l'espèce de hype de Aliens de James Cameron, puis tu reviens à quelque chose de plus, disons, plus glauque avec Aliens 3. Juste à parté, là, le Director Scott que j'ai découvert grâce au Discord des Mystérieux Étonnants est excellent. Il y a beaucoup plus de Moi, c'est plus la d'amis. seule version que j'ai vue. Ouais.
Il y a plus de mise en contexte, donc je trouve que ça aide à apprécier l'histoire. Tout ça pour dire que William Gibson avait écrit 2 traitements au scénario d'Alien 3. Un qu'on a vu en bande dessinée par Dark Horse Comics, et le deuxième qui va être adapté en livre. Donc, il va y avoir une novelisation d'un scénario qui n'a pas été utilisé de William Gibson, qui est écrit par un certain Pat Cadigan, qui est aussi un ami de longue date, quarantaine d'années de William Gibson. Ça va s'appeler Alien 3, The Unproduced Screenplay by William Gibson, publié par Titan Books. C'est un hardcover, première édition, le 7 septembre, donc c'est demain, si vous écoutez le podcast en live sur Twitch, Facebook et YouTube, ou le soir même là, en podcast. Donc le 7 septembre prochain. Puis, je suis un petit peu intrigué parce que moi, un des problèmes que j'avais eu avec la bande dessinée à l'époque, c'était que je la sentais un peu précipitée. Il n'y avait pas grand-chose qui était élaboré, ça allait dans tous les sens. Il y a plein de personnages qui étaient présentés pour les tuer immédiatement par la suite. C'était une lecture très, très décevante quand on sait qu'il y a un gars derrière qui a quand même un gros bagage comme William Gibson. Hey, pour vrai, je m'en rappelle pas en tout. Hey man, je sais que j'étais là, mais je m'en rappelle pas en La tout. seule chose dont je me souviens, c'est qu'on prend Ripley, on la sac dans un tube cryogénique puis on l'envoie à l'autre bout parce que l'actrice n'était pas supposée revenir pour le 3. C'était comme ça que le scénario avait réussi à ramener X puis ramener Newt, mais pas de traiter avec Ripley. C'était vraiment bizarre comme lecture. Peut-être que la novelisation, par contre, qui n'est pas basée sur le même scénario, mais un autre traitement, risque d'être plus intéressant. Puis le truc dont je voulais vous parler tout à l'heure, puis tantôt, Marilyn, tu demandais si j'avais écouté des séries True Crime. En fait, c'est que ça va être bientôt samedi prochain, c'est le triste célèbre 20e anniversaire du 11 septembre 2001. Qui est fucked up qu'on a vécu ça dans notre époque pareil. C'est quand vous réécoutez... Entre autres, ça. Ouais, entre autres choses. Ouais, on est en train de vivre une pandémie mondiale. Là. Ben ouais. Mais de toutes les choses que la simulation actuelle nous offre, c'était vraiment fucked up il y a 20 ans, cette histoire-là. Puis moi, c'est une histoire qui me touche beaucoup. J'aime beaucoup écouter des documentaires à propos du 11 septembre. Et là, à la venue de l'anniversaire, il y a The National Geographic qui ont sorti une série de 6 épisodes sur le 11 septembre et les répercussions. Et Netflix vient de sortir quelque chose et le service de Apple TV Plus vient de sortir quelque chose. Donc, la série Netflix, c'est une série de 5 épisodes, une mini-série, donc une saison, Turning Point, 9/11 and the War on Terror. Ça montre non seulement la journée du 11 septembre, mais les répercussions dans la politique américaine, dans la société américaine et à travers le monde, jusqu'à pratiquement aujourd'hui, avec le départ des Américains qui a eu lieu il y a quelques temps de ça, le documentaire en traite. C'est sans doute une des meilleures séries documentaires que j'ai jamais vues. Où on a accès à des gens qui étaient là-bas, à New York, entre autres choses, lors du 11 septembre, le Pentagone, mais aussi des acteurs politiques, des gens qui ont commenté la nouvelle, des journalistes, des soldats qui étaient sur le terrain en Afghanistan et en Irak, parce que les deux guerres sont directement liées aux événements du 11 septembre. C'est intelligent, c'est le fun, c'est nuancé, tout est rapporté, c'est pas politisé. Moi, j'aime quand les choses sont factuelles et on peut prendre nos propres décisions, se faire une idée par rapport à ce qui nous est présenté. Donc, si vous avez tout consommé par rapport au 11 septembre, vous n'avez rien consommé tel quel ou quelque chose qui se rapproche de ça parce qu'on est vraiment plus dans les répercussions. Pour vous donner une idée, là, l'emballage est respectueux. Moi, j'aime quand on traite dans du true crime, je le mets dans le true crime, cette série-là. Puis ça reste pas... on va pas dans l'exploitatif. Non, on n'est pas dans l'exploitatif. Donc, le traitement est le fun. Et ça commence avec chaque épisode commence avec un cold opening. Le premier épisode, tu as une 20aine de minutes où on est dans les premiers événements de la journée du 11 septembre. Puis là, t'es comme, tabarnak, c'est donc bien intense. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, bang, le générique part. Parce que, c'était juste le cold open. Puis chaque épisode ou presque fait ça. C'est des épisodes de 55, 65 minutes, le dernier qui est plus long. Je vous le conseille fortement, il est sur Netflix. Donc, probablement, si vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, vous l'avez. C'est-tu la série de Spike Lee? Écoute, je ne sais pas si c'est la série de Spike Lee. Si c'est le cas, je ne l'ai pas vu au générique. J'ai peut-être pas porté attention. Parce que j'ai vu que Spike Lee avait sorti de quoi qui avait rapport au 11 septembre, aussi une série documentaire, mais je ne sais pas si c'est celle-là. Si c'est celle-là, je ne l'ai pas remarqué, c'est pas indiqué ou j'ai pas porté attention. Mais je l'ai écouté d'un trait, je l'ai parti jeudi, puis jeudi soir, j'avais déjà fini. Là. Fait que c'est 5 heures d'écoute non-stop que j'ai fait, puis j'ai commencé à la réécouter aujourd'hui pour vous dire à quel point j'ai trouvé ça intéressant. Y a-tu Steve Buscemi?
Non, Steve Buscemi n'est Ah. pas là. Non, Steve Buscemi n'est pas là. C'est Steve Buscemi qui Buscemi- est pompier, c'est ça la blague. C'est ça, parce que c'est un ancien Ah, ok. pompier, puis Ouais. il a aidé les gens comme s'il était pompier encore pendant 9/11. Je suis comme, oh, Steve. Mais, Oh. tu sais, pour vous donner une idée à quel point ça couvre vraiment l'ensemble de l'origine du conflit, puis les répercussions par la suite, on revient même dans les années 80 avec l'évasion des Soviétiques de l'Afghanistan. Donc, tout est traité, c'est super bien fait. Puis le deuxième, c'est un film exclusif au service de Apple TV Plus de Apple, donc il faut être abonné à Apple TV Plus. C'est un long métrage, cette fois-ci, de 1h30 sur les 12 premières heures du 11 septembre. Là où c'est différent des autres documentaires de la sorte, c'est qu'on est carrément dans l'entourage du président américain pendant les événements de la journée. Ça s'appelle 9/11 Inside the President War Room, où on a le président Bush, on a Condoleezza Rice, on a Dick Cheney là, Karl Rove, tout l'entourage du président est traité dans le documentaire et c'est narré par un de mes acteurs préférés qui est Jeff Daniels, que oui, il a fait Dumb and Dumber, là, mais il a fait beaucoup plus de choses là, que ça. Attends, il a fait Newsroom. Il a fait de l'excellent Newsroom. Donc, déjà en partant Ouais. de ces documentaires part, je fais OK, là, je suis en de bonne main. Puis ça montre à quel point personne n'était préparé pour cette journée-là, mais comment des gens qui sont aux plus hauts échelons du pouvoir peuvent être déstabilisés, voire non préparés pour les événements de la journée. Tu sais, je parle d'un point de vue non seulement humain, mais technologique, là. Il y avait des problèmes de réception dans Air Force One. On savait pas où aller. Tout ça est traité dans le documentaire. Fait que je ne rends pas justice, là, mais allez voir ça. C'est aussi une excellente pièce d'histoire. Puis pour les 20 ans, si vous voulez refléter sur les événements de la journée d'une manière qui est posée, réfléchie et factuelle, je trouve que c'est deux œuvres qui réussissent à le faire très bien. Donc je vous les conseille fortement. Fait que c'est ça que j'avais à dire là-dessus. C'est sûr, je vais on- écouter ça, man. C'est sûr. Ah, man, commence par la série Netflix si tu as quelque chose à commencer. Ouais, puis, ouais. c'est copieux, par contre. Il faut que tu sois attentif. Ouais. Il faut être attentif. On prend une petite pause, mais juste avant, je vais vous rappeler qu'on a un Patreon pour les Mystérieux Étonnants. C'est ce qui nous permet de financer le podcast du lundi et les podcasts dérivés des Mystérieux Étonnants. Podcast qu'on fait maintenant depuis 15 ans. Si vous voulez nous encourager financièrement, allez sur mystérieuxétonnant.com. Vous cliquez sur le bouton « Faire un don » en haut à gauche. Ça vous amène vers Patreon, qui est une plateforme qui, pour l'équivalent d'un café par mois, fait qu'on finance nos activités. Le chiel, les frais d'hébergement et tout. Il y en a beaucoup qui sont engendrés par les activités des Mystérieux Étonnants, beaucoup de frais. Donc, en échange, vous avez accès à du contenu exclusif, dont Bifurcation et Terre humaine chez Isdor. Bifurcation, je l'anime en ce moment avec Rémi Fréchette et Guilla Saint-Cyr, dont on jase de film. Donc, plusieurs d'entre vous sont allés écouter d'ailleurs le podcast. Je commence à voir les liens d'ailleurs. On fait un cycle sur Pérus. On a pris une petite pause parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses dans la vie des trois. Et là, en ce moment, à l'heure que je vous parle, Rémi est à Trouville, en Europe, pour un festival de films avec notre auditeur François Mercier, qui a croisé là-bas, qui est aussi en France. Donc, c'est fou, ouais. le monde est super petit. Mais on va revenir avec du contenu dont venait le cycle de Pérus. Puis là, bientôt, on s'attaque à l'Halloween. Donc, ça va être lié à ce qui va avoir lieu dans le cadre du mois d'Halloween des Mystérieux Étonnants. Sinon, votre don fait en sorte qu'on produit Noël chez Isdor, un podcast dédié au temps des fêtes et Noël. Et c'est animé par Simon Chénier et Étienne Forêt. Et aussi Terre Kaiju, qui a sa première saison de Canet, mais qui va revenir pour une deuxième saison, j'imagine, quelque part à l'automne. Donc, sur les gros monstres qui se tapochent, animé par Jake Dion et Simon Chénier. Si vous n'êtes pas en mesure de nous appuyer financièrement, parlez du podcast, partagez-le. Laissez une petite critique sur iTunes. Le dimanche, là, je veux rappeler, hier, on a eu une super soirée. On a écouté la lutte de AEW, l'événement d'hier, qui est un pay-per-view en gang. C'était débile. On fait ça maintenant les dimanches. Puis durant la semaine, il y a aussi d'autres activités. Puis vous avez accès au Discord en échange de votre contribution monétaire. Puis là, Halloween qui s'en vient, donc dans quelques semaines. Quand je dis Halloween, je parle du mois d'Halloween. Il va y avoir plein d'activités qui vont être liées directement au Discord. Donc, vous rentrez amplement dans votre argent. Amplement dans votre argent. Donc, on est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher et Spotify. On est sur Facebook, Twitter, Instagram et mystérieuxétonnant.com. On revient avec le sujet de la semaine, une bande dessinée de Mike Mignola, John Latour et John Arcudi. Jason Latour, pardon. Donc, c'est Sledgehammer 44.
Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Cette semaine, c'est une bande dessinée publiée par Dark Horse Comics, Sledgehammer 44 de John Arcudi, Mike Mignola et Jason Latour. Et on la lit parce que c'est Jake, en fait, qui voulait qu'on s'attarde sur ce personnage-là. Il y a Quelle surprise! compilation de Hellboy qui est sortie récemment parce que l'histoire fait partie de l'univers étendu de Hellboy. L'histoire est sortie dans une compilation qui s'appelle Hellboy Universe, The Secret Histories. Là-dedans, vous avez plein de matériel et ça reprend les trades de Sledgehammer 44 qui ont été publiés il y a très longtemps, qui étaient discontinués. Il était assez dispendieux aussi à pouvoir se... Parce qu'il était assez dispendieux, c'était assez difficile de les retrouver et le prix était un peu débile. 100 piastres US, pas de shipping sur eBay. Minimum, hein? Moi, j'ai vu 134 piastres pour des vieux numéros de Sledgehammer. Donc, c'est l'occasion parfaite si vous voulez vous mettre la main sur non seulement le Sledgehammer 44, l'intégrale, et plein d'histoires de l'univers de Hellboy. Hellboy Universe Secret Histories. Ça vient de sortir il y a quelques semaines. Puis Laurent n'est pas content parce qu'il n'a pas mis la main dessus. Tu sais, on parle de la sagesse, là, le 40 ans et tout. Tu te dis, je sais pas si Jake est plus sage. Là. Oui. À un moment donné, j'étais sous. Puis j'étais arrivé chez nous, puis là, j'écoutais des vidéos YouTube, puis tout. Puis j'étais vraiment chaud, puis j'étais allé sur eBay. Puis j'ai tapé Sledgehammer 44, puis je l'ai vu genre à 90 piastres US, pas de shipping, genre 50 piastres de shipping, whatever. Puis là, j'ai fait Add to Cart. Puis là, j'ai fait Attends demain avant de faire Buy it now. Ça, c'est ça, la sagesse. C'est ça. Ben voilà. Exact. Ben, la sagesse, résume donc faire ce Sledgehammer 44. OK, bon, ben on est évidemment avant la première apparition de Hellboy, donc on est dans l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, en plein combat en France, je crois, et les soldats américains, ils rushent bien gros et ils essayent d'envahir une espèce de base où il y a des nazis, et là, les renforts arrivent et c'est comme... Pensez à genre Iron Man dans le premier film, sa première armure, là, c'est genre un dude de même qui arrive. Sauf qu'il est comme un peu étrange. On ne sait même pas si c'est un humain ou une machine ou whatever. Et il sauve toute l'escouade américaine, mais en même temps comme se décharge de son pouvoir, on dirait. Il est comme plus fonctionnel. Donc, c'est aux survivants de la troupe de le traîner avec eux autres pour l'amener en lieu sûr. Et empêcher que les nazis mettent la main dessus pour pouvoir faire du reverse engineering et créer eux-mêmes leur version de l'armure. Exactement. Et c'est ça la prémisse de base, mettons. On va beaucoup plus loin par la suite, mais rendu là, on va en jaser. Là. On vous rappelle qu'en dans la partie d'émission, on spoil, donc si vous n'avez pas lu la bande dessinée, peut-être faire pause et revenir si vous ne voulez pas vous faire gâcher des éléments d'histoire, parce qu'on va parler de long et en large du titre. De la façon que tu me l'avais vendu aussi, Jake, à l'époque, puis c'était même avant que la compilation de Hellboy Universe sort, tu avais dit c'est pas à quoi ce que tu t'attends. Parce que quand tu vois la couverture, même la prémisse que tu viens de décrire, c'est exactement, tu te dis ça va être une histoire d'Iron Man durant la Deuxième Guerre mondiale, lié à l'univers de Hellboy, puis c'est un peu ça, mais ce n'est pas juste ça. Parce qu'il y a un élément surnaturel qui embarque, puis au début, t'es un peu mélangé aussi comme les personnages qui font partie de l'entourage du Sledgehammer, puis même là, on l'appelle pas comme ça dans le cadre de la bande dessinée, on l'appelle le Hammer, le soldat. On joue beaucoup avec le Vril, puis le Vril n'est pas expliqué, c'est la source énergétique qui va alimenter l'armure, et qui était aussi une source légendaire d'énergétique que certains nazis recherchaient à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, dit-on, pour alimenter leurs armes de guerre. Donc, il faut que tu connaisses un petit peu la mythologie. Là, tu pars avec un avantage si tu sais qu'il y avait des rumeurs entourant le Vril Energy, mais au-delà de ça, au départ, j'étais comme, OK, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi cette affaire-là? Le gars, il est-tu mort dedans, l'armure, quand ils l'ont aidé? Puis c'est vraiment quand l'esprit d'un soldat survivant qui se fait tirer rentre dans la machine que pour moi, là, la série trouve vraiment son identité, puis la mission qui suit par la suite, où tu te rends compte que c'est en fait une figure tourmentée de la Deuxième Guerre mondiale qui a refusé disons, pas l'épiphanie, mais l'orgasme éternel de l'afterlife pour essayer de venir en aide aux membres de son équipe en restant prisonnier du corps de métal qui est maintenant rendu le sien, qui est le Sledgehammer. Moi, déjà en partant, je suis comme, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait d'autres histoires après, mais j'en aurais pris plein de séries de ça aurait pu être un titre genre ongoing. Là, ça aurait pu être jusqu'à aujourd'hui, puis de voir qu'il
y a peut-être plusieurs personnes qui ont habité cette armure-là. Il y a de quoi de bien intéressant là-dedans qui est pas à quoi je m'attendais. Je m'attendais à, mettons, une BD d'action historique un peu classique. Puis juste à cause de tout ça, je trouve que ça lui donne un twist puis un angle quasiment philosophique. Là, ouais, plus dramatique. Ouais. Qu'est-ce que toi, Marilyn, tu connaissais-tu un peu l'univers de Hellboy? T'en étais où par rapport à ça? Parce que j'imagine que déjà en partant, Hellboy, c'est un univers, puis là, t'as ça qui est un spin-off de cet univers-là. Je me demandais si tu te retrouvais. Je connaissais ça, je pourrais pas te faire une timeline, te parler de... C'est parce qu'en fait, c'est que c'est énorme aussi. Là. Il y a plein d'univers, il y a plein de personnages, il y a du fantastique, il y a du mythique, il y a du historique. Fait que je m'y retrouvais quand même. Et c'est vrai que moi aussi, au début, j'étais confuse et je trippe pas sur les affaires de guerre dans la vie. C'est pas... En fait, j'ai bien de la misère parce que je sais pas où me situer là-dedans. Je trouve ça triste. Je m'identifie pas pantoute à ça. Donc, je suis pas attirée là-dedans, les films de guerre. J'aime pas ça. Mais j'aime Hellboy parce que c'est plus dans le mythique, dans le dark, dans l'introspection. C'est presque ça va Buffy chercher plus aussi. dans... Oui, quasiment. Ça va chercher beaucoup dans l'humain, dans ce qu'il y a dark, dans de se poser des questions, tout ça. Donc, j'ai quand même laissé au début, j'étais comme « Ah non, ils font lire une affaire de guerre, ça me tente pas. » Mais finalement, je savais que parce que c'était mignon-là, j'étais comme « OK, il va y avoir quelque chose de plus intéressant. Il va aller un peu... » Tu sais, il y a c'est très philosophique, ce qu'il fait, là, beaucoup. Et donc, le développement est quand même bien parce que justement, j'ai commencé à reculons et c'est quand même bien développé. C'est vrai que c'était une bonne idée qui pourrait être réutilisée pour justement d'autres choses, d'autres époques, d'autres personnes, que c'est vraiment tu t'attaches à cette idée-là de est-ce que je choisis, moi, de m'en aller en paix puis de vivre mon, peu importe, heaven, et où est-ce que je peux être en paix si je sais que mon peloton va pas bien, si je sais que j'ai pas terminé ma quête. Puis il y a souvent ce truc-là, dans les trucs un peu mythiques, là, d'avoir une quête, de la terminer. C'est l'histoire de fantômes. Est-ce que tu as fini ce que tu devais faire sur Terre ou pas? Et tu sais, les anges, les démons, tout ça. Donc, je trouve ça quand même très intéressant. Puis évidemment, c'est toujours très, très, très beau. Il y a du détail de fou. Donc, je trouvais ça intéressant. Je sais pas si personnellement, je sais pas si j'en lirais une tonne sur cette trame-là, mais s'ils utilisaient ce même type d'histoire-là, puis le Sledgehammer transporté ailleurs avec d'autres gens, je pense que ce serait intéressant. Techniquement, le Sledgehammer, à moins que je me trompe, pourrait faire une apparition dans une série moderne de BPRD. Ça serait très mignolesque, si je peux dire, de retrouver une vieille boîte en bois d'un sous-sol désaffecté, appartenant à la US Navy. D'un monastère. D'un monastère au quelconque. Puis dedans, t'as le Sledgehammer qui est encore présent, désactivé, mais toujours possible de le réveiller. Toi, Laurent, tu as trouvé ça comment? Je pense que c'est genre à la 4e page où justement les soldats américains y arrivent. C'est comme, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Puis là, il y a genre un gigantesque robot nazi, genre tripode, puis tout. Puis j'étais comme, ça y est, les choses se passent. C'est mon jam, ça. Ça ici, c'est mon jam. Fait que j'ai bien aimé ça quand même, mais tu sais, je pense que Ben, tu l'as dit, en fait, mon principal bémol, c'est que j'en veux plus, en fait. Je trouve que c'est fini, puis j'étais comme, ah, déjà? C'est fini? Ça finit de même? Genre, je suis comme, qu'est-ce que... Puis je sais, tu sais, ça fait partie de l'univers, justement, ça peut revenir dans 20 ans, cette affaire-là, pour qu'on ait une conclusion ou quoi que ce soit, tu sais, mais pour l'instant, je suis comme... C'est comme s'il m'avait pitché un os qui restait peu à gruger, puis je suis comme, ah, mais là... Ça m'a juste donné le goût, genre, je suis comme, genre, j'en veux plus. J'avoue aussi que, tu sais, là, effectivement, j'ai lu beaucoup de Hellboy et de BPRD, mais, tu sais, les référents, ça fait un bout de temps, tu sais, je suis comme plus trop sûr, là, je suis comme le méchant du 2e chapitre, là, je suis comme, c'est-tu de Black Flame, ça, qui était comme un super gros méchant dans BPRD, puis là, je suis comme, ouais, mais là, il meurt à la fin, c'est-tu le même, c'est-tu pas quoi, puis là, je suis comme, ah, faudrait que j'aille revoir, mais mon Dieu, que je me rappelle plus. Le Black Flame, qui est le criminel nazi
qu'on voit dans Sledgehammer n'est pas le même que dans BPRD, parce que dans BPRD, c'est un homme moderne ou un homme contemporain qui décide de recréer les pouvoirs du Black Flame. Donc, de c'est celui comme qu'on vient de voir. Exactement. Donc, lui est une inspiration de ce qui est venu dans BPRD, mais c'est pas la même personne. Mais tu vois, même le Black Flame, c'est là où j'étais comme, c'est quoi déjà son pouvoir? C'est un monstre, c'est un truc paranormal. Puis à un moment donné, j'ai fait, pour vrai, rendu là, on s'en fout, son design est débile. Oui. Il y a une moitié de son corps qui est comme dans une décomposition éternelle, puis il porte l'uniforme, mais est-ce qu'il est vraiment un nazi convaincu ou plutôt une arme de destruction utilisée par le parti? Parce que ça, il y a un petit caméo d'Adolf Hitler dans la BD qui vient le recruter. Fait que, rendu là, je pense qu'à partir du moment où j'ai arrêté d'essayer de me poser des questions à savoir qui il était, ce personnage-là, j'ai juste embarqué, puis je me suis laissé aller, puis on est dans une uchronie où est-ce qu'on utilise des faits véridiques, là, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, pour créer quelque chose qui est beaucoup plus fantastique, avec des éléments d'histoire qui sont détournés. Puis à chaque fois que j'ai trouvé que Hellboy allait dans ces eaux-là, ça fonctionnait très bien. Le mariage des deux fonctionnait. T'as une atmosphère qui rappelle beaucoup à Indiana Jones, où le fantastique puis l'historique se rencontrent. Puis là, c'est la même chose encore, mais avec du genre de technologie qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Mais ouais, moi aussi, j'étais un peu confus au départ. Tu vois, c'était un point où je me suis demandé si en fait, quand même bien connaître l'univers, ça m'a pas desservi dans ce cas-là. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que de un, tu sais, je suis comme, justement, je me pose des questions genre, faut-tu que je vois des liens là-dedans? Faut-tu que je fasse un rapprochement? Ouais, il parle de la première aventure de Lobster Johnson, ça fait 10 ans que j'ai lu ça. Faut-tu que j'aille revoir? Puis, non seulement ça, puis où est-ce que je voulais en venir? J'ai perdu full mon idée. Juste à cause que tu croyais connaître de Black Flame, ça t'a plus confus que d'autres choses, dans le fond. Ouais, c'est un peu ça. Puis aussi, des référents en fait, j'aime beaucoup l'idée, justement, que c'est un soldat mort, mais pas vraiment mort, qui a décidé de rester son âme dans le robot. Je trouve ça full intéressant, mais en même temps, je trouve que ça ramène beaucoup à Joanne, qui est un personnage de BPRD, qui était genre un ancien tourneur de table, qui est comme resté pris dans un voyage astral, qui est aussi un esprit qui vit dans un sou, tu sais. Puis je suis comme, je trouve l'idée intéressante, mais y a-tu un peu de la redite dans le sens où on a déjà un personnage de même dans cet univers-là, ou tu sais... Mais Joanne est venue après, parce que Sledgehammer 44 a été publié avant. Ah ouais. Donc probablement parce que Joanne, il est quand même dans des premiers BPRD. Là. Mais quand même, je sais plus chronologiquement. Ouais. Ben, tu sais, c'est ça, je suis comme... Peu importe ces deux thèmes qui se ressemblent beaucoup. Oui. Oui, il y a des nuances, mais je suis d'accord avec toi de faire comme... c'est comme... en même temps, c'est comme comparer deux X-Men, de faire comme... ils ont des pouvoirs similaires, mais je trouve que c'est apprêté tellement différemment que là, rendu là. Je fais du nitpicking, là. Je suis très d'accord avec vous. Overall, j'ai vraiment apprécié ma ride, puis j'en aurais pris vraiment plus, tu sais. Mais justement, à un point où, tu sais, justement, si c'est le seul glimpse qu'on a de ce soldat-là dans cette soute-là, je l'aurais pris plus fleshed out ou, tu sais, comme de quoi qui prend justement une tournure différente, différente de ce que Joanne vit dans BPRD, tu sais, aussi. Là. Je trouvais ça intéressant, les espèces de pages qu'on avait, là, de genre, voyons, tu sais, c'est plus de ton ressort, t'es mort, viens-t'en de l'autre bord, puis que là, tu sais, que l'espèce de... Genre, oui, j'ai fait ma job, mais je veux pas vraiment en faire plus, parce qu'il y a ça qui est intéressant aussi, quand même, que le gars, il a sauvé les soldats de sa cohorte, mettons. Puis après, il est encore dans le soude, mais il veut plus faire d'autres missions, genre. Ouais, ça, j'ai pas compris. Il décide de rester, d'incarner le robot, mais finalement, les premiers mois où il est là, il est conscient, il habite cette armure-là, il refuse d'aller à l'action. Il y a de quoi d'intéressant que l'esprit du gars qui était dans le robot originalement, qui continue à communiquer avec lui, je trouve, qui dit, c'est que c'est des affaires humaines, puis que là, nous, on est rendu au-delà de ce plan-là. Puis là, tu as tué 70 soldats nazis pour sauver tes 3 amis. Ouais, puis est-ce que ça valait tant que ça la peine, genre, sur le the grand scheme of things, maintenant qu'on n'est plus humain, puis que les affaires des hommes nous habitent plus? Tu sais, j'aurais juste creusé un peu plus cette idée-là, je pense. Le problème, c'est que la BD...
qu'importe quelles été les décisions éditoriales autour du personnage puis de la série, c'est qu'elle a pas une conclusion. Elle a une conclusion dans le deuxième acte là, où on nous sert une histoire complète. Là. Puis c'est vraiment où le personnage là, est dans l'action, mais il n'y a pas de fin d'histoire pour ce personnage-là. La fin de son parcours, on la voit pas. C'est comme une déception parce que j'aurais préféré qu'on nous donne une vraie finale où on sait ce qui arrive, qui finit par passer de l'au-delà, où il finit par continuer à aller être à l'emploi de l'armée américaine ou qu'importe, mais qu'on nous voit où est-ce que ça mène. T'sais. Il nous manque un petit élément pour qu'on soit vraiment rassasié. Mais c'est ça que je dis aussi, dans le sens que je trouve que c'est très Mingya Lovers comme truc parce que c'est souvent ça, des fins ouvertes, puis que peut-être dans 20 ans, il va ramener ce dude-là pour servir d'autres dessins ou un autre pan d'histoire, tu sais. Fait que ça se peut qu'ultimement, on ait la suite, qu'on soit comme « Ah ouais, c'était le dude, là, dans la Deuxième Guerre mondiale, dans le Iron Man géant, genre. » Fait que, tu sais, c'est pas impossible. 450 des mystérieux. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, c'est ça. Pour l'instant, je suis comme « J'en veux plus », tu sais. Fait que Mike, si t'écoutes, Mike et John, puisqu'ils écoutent à toutes les semaines, ben, on en veut plus. Nos amis. Puis Jake va dessiner. Yes! Merci, Laurent. Cool. Mais quand même c'est moi qui ai le contrat, là. C'est moi qui le fais. Oui, c'est toi. Nice. C'est moi qui décide ça. Il y a quand même un avantage à lire du Mignola ou des histoires tirées de l'univers de Hellboy en ce moment parce que, tu sais, on en parlait la fois, Jake, en privé. Au total, t'as 4 gros trades de Hellboy. Ce qui est très peu si tu considères le reste des séries spin-off qu'il y a eu de BPRD, le truc qui est sorti. Puis il y en a d'autres qui se passent dans les années 50 et 60. Le cœur est plus petit que le reste. Et nous, on lit ça à retardement. Ces 4 trades-là, dont le dernier, Hellboy in Hell, ça a pris quoi, 15 ans? Plus que ça encore? C'est pas plus. Oui. C'était en 94, le premier Hellboy. Là. Ça commence à faire une petite bout. Du point de vue où nous, on arrive dans la série, où on consomme les grosses éditions, les intégrales, les omnibus, on est très avantagé parce ça prend du temps à lire, mais au moins, il y a une possibilité de pouvoir rapidement se mettre à jour par rapport au puis de conclure des story arcs qui durent depuis des années aussi. Parce que là, je sais que c'est pas le sujet de cette semaine, mais Hellboy Universe, celui qui contient le gros trade dans lequel il y a l'histoire de Sledgehammer 44, il y a plein de trucs liés à Rasputin, qui est un des personnages qu'on voit dans la série classique de Hellboy. Donc, des explications par rapport aussi à un personnage qui est le voyageur. Là. Il y a une histoire à un moment donné dans Hellboy. Le visiteur. Le visiteur. Il y a un extraterrestre, puis son histoire à lui, elle est plus développée dans ce gros intégral-là. Donc, comme tu dis, Laurent, je pense que c'est... Comment je peux dire? On a rapidement réponse à des questions qu'on peut se poser si ça fait comme genre 20 ans. Contrairement si ça fait 20 ans qu'on lit du Hellboy, puis là c'est comme, voyons, c'est qu'on fait référence à quoi là? Fait qu'imagine là, ton personnage là, du Black Flame, mais c'est parce que tu l'as lu pour la première fois en 97, puis là t'as une réponse en 2003. Là. C'est ça. T'es comme, hein? Puis, je vais être honnête, là, le Black Flame, je l'ai comme Wikipédié, là, parce que j'étais comme, attends. Non, c'est pas lui, Black Flame. Puis là, finalement, c'est ça. C'est que ça, c'est comme l'original. Mais on peut supposer qu'il y a eu d'autres versions du Black Flame dans le passé. Mais le dude dans c'est BPRD... ça, c'est-tu la première fois qu'on voit l'original? Oui, genre. Fait que là, tu sais, le dude dans BPRD est comme... Lui, il savait c'était qui ce Black Flame-là, puis il a essayé de reconstruire le suit, mais au début, c'était artificiel. Un peu comme Dr. Doom. C'était son suit qui donnait l'aspect du Black Flame, mais il n'avait pas les pouvoirs, et plus tard, ça vient qu'il développe ses pouvoirs. Oui. Mais j'avoue qu'il a fallu que je Wikipédia de ça, parce que je me rappelle Wikipédia. Wikipédia. C'est clairement... c'est ça, là. C'est parce que là, nous... On connaît ça, puis on geek out. Ultimement, le gars, c'est une face de squelette en feu noir, puis il est vraiment badass. Je pense que aussi au premier degré, sans vouloir relier tous les points, c'est vraiment le fun. C'est le méchant qui te parle par excellence. Là. C'est un nazi, tu veux qu'il perde. Là. Il n'y a pas aucune valeur de rédemption chez lui. Puis il y a même, ce qui a de personnage-là, c'est que tu vois qu'il est un peu... comment je pourrais dire ça? Il est pas vicieux, mais il aime jouer avec ses victimes ou ses ennemis, tout le temps en train de les narguer, puis comme il est masochiste, là. Il est masochiste dans tout ce qu'il y a de masochiste. Puis ça fait du bien des fois des méchants juste méchants, là.
Tu sais, ça fait des fois que c'est un développement, des layers, mais juste un baddie. Là. C'est bien s'il y a mal, puis qu'il souffre, puis qu'il meurt. Là, pas d'ambiguïté. Mettons là, que je veux me poser des questions qu'on n'est pas obligé de se poser. Là. Mais ce gars-là, il a des pouvoirs incroyables. Mm-hmm. Puis il est comme une tête de squelette en feu. Qu'est-ce qui est à son avantage de se mettre au service des nazis et de Hitler? Le plan dentaire est excellent. L'uniforme est gratis. Je sais pas. C'est malade. Non, mais c'est ça, la clairement- J'adore des Ouais, party ouais, pizza. Mais attends, c'est que clairement, il est arrivé de quoi, puis sûrement qu'il y a un côté occulte là-dedans, on ne l'explique pas vraiment, mais c'est qu'au début, il est prisonnier. Fait que tu fais comme comment tu fais pour emprisonner un gars de même qui est capable de détruire des maisons en juste cliquant des doigts, là, tu sais. Fait que clairement, il y a peut-être un sort, quelque chose, puis Hitler, dans la BD de Hellboy, c'est un occultiste. Tu sais, il y avait des rumeurs qui disaient qu'il l'était dans la vraie vie, mais dans Hellboy, c'est clair qu'il s'intéresse à la magie, tu sais, les incantations, tout ça. Fait que tu sais, clairement, il y a un lien, là. C'est jamais expliqué, mais on est capable de faire un plus un, genre comme, OK, fait que c'est Hitler qui le libère ou qui le fait revenir, mais en échange, tu travailles pour moi. T'sais. Puis Moi, lui, anyway, ouais. c'est un méchant. Fait que c'est comme s'il se faisait donner une carte. T'sais, ça me fait penser un peu à Hans Landa dans Inglourious Basterds, qu'à la base, il s'en fout du plan d'Hitler, mais il se fait donner une carte pour dire tu peux faire toutes les pires choses que tu as en tête, puis on te donne le droit. C'est le meilleur exemple. C'est exactement ce que j'allais citer. C'est une association de connivence. Là. C'est ça. Ah ouais. Ils ont des plans qui s'entrecoupent. T'es méchant, moi ici. Ouais. Et voilà. Ouais, Let's just be became best friends. friends. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, comment t'as trouvé l'art, Jake, toi qui es dessinateur? Parce Oui, qu'il y a ben, deux moi- artistes différents. Là, parce que c'est 5 numéros au total. Les 2 premiers sont dessinés par quelqu'un d'autre, puis l'autre partie est dessinée par un autre artiste. Le premier qui est dessiné par Jason Latour, qui fait avec Jason Aaron Southern Bastards, Saturn Bastard. et qui est aussi écrivain. C'est lui qui a créé Spider-Gwen. Ah, c'est For- pour ça que ça me dit quelque chose. Puis il paraît là, qu'il y a full de cash à chaque fois qu'il y a de la merch de Spider-Gwen qui se vendent. Ça, c'est une blague parce qu'il travaille Oui, pour t'es ironique. Marvel. C'est ça. Et les créateurs J'étais ne comme, sont hein? pas récompensés chez Marvel. C'est comme un deal que tu fais. Tu sais, ils te donnent un chèque, mais tout ce que tu crées leur appartient. Et le deuxième dessinateur que je ne connaissais pas, et là, son nom m'échappe, je l'avais sous les yeux tantôt. Là. Ben, as-tu ton Je vais aller trade regarder pendant que proche? je cherche. Ouais. Ce dessinateur-là, je connaissais pas, puis honnêtement, je trouve qu'il fit tellement bien dans l'univers de Mignola, juste à cause de son utilisation des noirs. Là. Ça me déstabilise tout le temps quand il y a un dessinateur qui fait de la ligne claire dans Hellboy. Là. Ça prend des grosses masses noires tout le temps. Tu sais, c'est ça qui donne un peu l'esthétique tu sais, expressionniste allemand ou tu sais, fait que de mixer ça avec d'autres époques, je trouve tellement que ça fit. Il y a un dessin beaucoup plus réaliste que Mignola, admettons, mais c'est ce côté-là des masses de noir qui vient comme créer une cohérence, mettons, là. Fait que j'ai bien aimé sa mise en scène, j'ai bien aimé son utilisation du noir puis de son mouvement. Je trouvais ça très dramatique. Moi, tu sais, Pas Aussi, super quand même, dé- il fait... Comment? J'allais dire pas super défini aussi. Moi, c'est ce que j'aime de Mignola, du style de Mignola. Puis c'est pas le même style, mais quand tout est pas défini, dans le sens qu'il y a comme tout le temps une part qui est laissée à l'interprétation. Puis Guy Davis, qui a un style complètement différent, allait un peu dans ce sens-là aussi. Tout était pas Exact. hyper défini, même si super détaillé, super beau. Là, je suis pas en train de dire qu'il dessine mal, là. Mais il y avait une partie qui était laissée à l'esprit du lecteur ou de la lectrice à l'interprétation. J'ai pas son nom, malheureusement. C'est pas spécifié dans le trade, ce qui est un gros problème. Il doit être écrit en fin de crédit. non, c'est que c'est au début. C'est au début. Tu as tous les Je peux pas crédits. dire. Ouais, j'ai cherché. Moi, si j'ai un seul bémol, c'est que... Puis ça, c'est quelque chose que, justement, il n'y a pas dans Hellboy ni dans Je l'ai, excuse-moi. BPRD. Lawrence Campbell. Lawrence Campbell. Souvent, dans les histoires de BPRD ou même de Hellboy, il y a énormément de diversité au niveau des personnages. Les personnages féminins sont
ultra intéressant, super fort. Dans BPRD, c'est pratiquement la moitié de l'équipe, sinon plus. Je pense que c'est plus. Qui sont tous des personnages uniques, différents, qui ont leur propre voix. Ici, c'est... Puis c'est peut-être pour ça aussi que ça peut te gosser, Marie-Lune. Tu sais, les histoires de guerre, c'est souvent des histoires d'hommes, de gars qui parlent de gars, puis on se bat, puis on est des gars qui souffrent, puis on souffre. C'est pas mal tout le monde. C'est pas mal souvent ça le niveau. Deuxième guerre mondiale, pas grand monde qui a dans thérapie, malheureusement. Puis ici, malheureusement, je trouvais qu'il y avait un personnage féminin ultra intéressant qui a été zéro développé, même que la seule fois que ce personnage-là fait quelque chose d'intéressant, c'est quand elle enlève sa chemise. Oui, fait que là, c'est j'avais noté ça. C'était un peu décevant. Ça aurait pu être apporté d'une façon mystérieuse. Ça aurait pu être fait. Ça aurait pu être mieux développé. C'était comme mystique, c'était beau, puis là, c'était juste bon, ben, tout nu. Voilà. Ben, c'est ça. Je trouve que. Puis après ça a fini. Mais pour conclure... je pensais que ça s'enlignait pire que ça. Je pensais qu'elle enlevait sa chemise pour genre, m'a te réveillé tes désirs humains. Hein? Ouais, j'ai vu ça sur le coup. Finalement, c'était pas ça au moins. T'sais. Mais pour aborder dans ton sens, Jake, ce que je voulais rajouter, c'est non seulement c'est le seul personnage féminin est sous-exploité dans la bande dessinée, les autres personnages masculins, en termes d'anatomie, physiquement, se ressemblent toutes. Donc, j'étais complètement mélangé au départ quand un qui se révèle étant un agent double allemand. C'est comme si celui qu'on a vu fumer une cigarette au départ tout à l'heure. Mais il ressemble beaucoup aussi au pilote puis son ami copilote. Là, j'étais comme, OK, guys, au moins, dis une cicatrice en eye patch, quelque chose pour que tu reconnaisses. Les cheveux roux. Moustache, les cheveux roux, quelque chose. Je trouve que c'est un faux pas. Puis ça, c'est drôle. Tu parlais la semaine passée de Mario qui travaillait chez Millennium. Mario m'avait fait remarquer de quoi, parce que c'est souvent en BD, c'est souvent un problème de différencier les personnages, surtout dans des BD de la Deuxième Guerre mondiale. Puis c'est lui qui m'avait fait remarquer, c'est que les Américains avaient tous le même uniforme. Les nazis avaient full d'uniformes différents, dépendamment de ton grade, dépendamment de où tu te bats. Donc, c'est plus facile pour nous de faire comme, OK, ça, c'est un soldat. Ah, ça, c'est un général. OK, ça, c'est un espion. Ça, c'est... Les Américains, c'est toute la maudite chemise brune. Puis genre... C'est ça, puis ils ont tous les cheveux bruns. Il faudrait apprendre à lire les patchs sur sa montre. Ouais, c'est ça. Attendez, là, les numéros. Je comprends le point et je suis d'accord en partie. Donnez-y mon nez à un des personnages dans BC, en dessin, tu vas l'identifier tout de suite. Là. Tu vas, OK, ça, c'est Benoît. Ça, c'est Laurent, il m'a donné le contrat de faire le 3. Bon, ben, voilà, tu vas être un des soldats, Ben. Mais là, attends, là, je vais appartenir à Dark Horse. C'est le problème. Ah non, merde. The soldier Mercier now belongs to us. The Mercier soldier. Yeah. He will light the way with his nose. Je pense que comme Rudolph. Ben oui. Même affaire. J'ai un truc que je voudrais rajouter avant qu'on conclue. Là. Somme toute, malgré les points de la bande dessinée, étant fan de l'univers étendu de Mignola sans être un expert, je trouve ça le fun d'explorer davantage les coins reculés de ce monde-là qui est très vaste. T'as vraiment l'impression, quand tu lis du Mignola, que tout est lié à un certain point où ça se passe véritablement sur la même timeline, puis ça fait du bien. Tu sais, dans un univers de super-héros, puis de reboot, puis de refonte de trame narrative, puis de canon, puis de temps. Là, t'as quelque chose qui respire, qui grandit, puis qui grossit, qui se cultive depuis près de 20 ans. Puis c'est une histoire, c'est décevant parce qu'on n'a jamais eu de suite, mais une histoire parmi plein d'autres que tu as l'impression qu'on pourrait découvrir d'ici, je sais pas moi, 1 an, tu as une nouvelle série. Ah, ça se passe en parallèle en 43. Tu sais. Ou ça se passe en parallèle de la Deuxième Guerre mondiale, mais dans un autre coin reculé du Milieverse. Genre chez eux, là, chez Mike Mignola, il doit y avoir un babillard avec cette timeline-là. Où ce qui essaye de... Tu sais, c'est rare que je me dis, ça marche pas, ça peut pas arriver en même temps. Tu sais. Il doit y avoir des dates avec des événements de la BD et des événements réels. Là. Ça doit être un gigantesque babillard. Je sais pas à quel point il est impliqué à ce niveau-là où c'est Dark Horse plutôt qui s'occupe de curater les informations. Ouais, je crois que c'est... John Arcudi, en fait.
Ok. Parce Ah que ouais. j'avais lu à la fin d'une histoire, justement, c'est lui qui a amené l'idée de BPRD, puis c'est lui qui a comme construit une timeline, puis qui montrait ça à Mignola, puis il était comme ça te va-tu? Si on fait ça, puis là, pendant ce temps-là, ben Rasputin, il était là, puis c'est comme lui qui gérait plus ça, là. Ah ouais. Fait que, ouais. Méchant job. Oh, ouais, mais ça. Je l'ai déjà dit, puis je le dis encore, je veux une télésérie dans l'univers de BPRD. Ouais, ça serait hot, hein. Ça serait malade. Moi, le truc, c'est que je trouve que c'est extrêmement cinématographique dans le sens que j'entendais de la musique tout le long. Puis, Laurent, t'es maintenant ma référence musicale en lisant de la BD. Qu'est-ce que tu aurais écouté en lisant Sledgehammer? Tabarnouche, là, tu me mets on the spot en plus. Motley Crue. Sledgehammer de Peter Gabriel. C'est ça, j'allais dire. Il n'y a pas de excellent. tune qui s'appelle Sledgehammer. Sledgehammer. Ouais, c'est une Je super sais bonne pas tune, si ça en fit plus. vraiment, mais bon. Ben oui. Ça Ouais, fait des avec fois, tout, ça. Du contraste, ça fait du bien. Ben oui. Dernier truc à rajouter, toi, Marilyn? Est-ce que tu as une dernière intervention? Non, c'est très. Ça peut avoir l'air, si tu connais pas cet univers-là, ça va avoir l'air rébarbatif, faire dark, ou tu as l'impression que tu vas pas bien comprendre, ou tu sais, ça a l'air aride. Mais non, c'est une très belle histoire, c'est très profond, c'est très beau. Donc, je le conseille quand même. Ouais, en espérant retrouver le personnage plus tard. Mais merci à toi, Marilyn. Merci à vous, les messieurs. Bonne fête, Jake. Bon 40 ans. Ben oui. Ah, merci. Oui, hein? 40 ans pour Jake aujourd'hui. Si Jake s'est je vous rendu, invite, on peut si vous tous se avez la rendre. chance. Je vous invite, si vous avez la chance. Ouais. Oui, moi, pour moi, il va tout nous enterrer. Si vous avez la chance cette semaine d'aller jeter un coup d'œil au Patreon des Mystérieux Étonnants et faire un tour sur le Discord, je le dis souvent en ondes, mais ça veut presque. J'espère que le monde ne pense pas que c'est une blague. Mais quand les gens se connectent à la conversation vocale qui a lieu plusieurs fois par semaine, là, quand on se rencontre pour écouter des films ou juste discuter, soyez pas gênés. Vous n'êtes pas obligé de participer. On ne force pas personne à participer. Mais soyez pas gênés. Je sais que ça intimide plusieurs personnes. Ils se joignent à la conversation, on leur dit salut. Puis là, hop, la personne disparaît parce que, d'après moi, elle était gênée. Mais on vous en tient pas rigueur. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Puis n'ayez pas peur. Au pire, allez commencer à interagir en partageant des articles ou en commentant ceux que les autres vont partager, parce qu'il y a beaucoup de ça durant la semaine sur le Discord des Mystérieux Étonnants. Mais dans tous les cas, vous n'êtes pas forcé à faire rien, mais sachez que vous pouvez jaser septembre. Puis c'est correct à être awkward. On est tous un peu awkward. C'est correct à être maladroit. La seule chose, c'est de rester respectueux. Oui. Et à l'écoute. Je dis pas ça dans le sens, je veux pas pointer quelqu'un sur le Discord, je vais jamais. Là. J'aimerais ça y aller plus, par exemple. Puis pour vrai, en octobre, je pense que je vais plus participer parce que c'est quelque chose qui me... À chaque fois que tu en parles, je suis comme, ben oui, moi aussi, je vais écouter des films en gang, puis jaser, puis partager. Mais ayez pas peur, là. C'est correct d'être weird, là. C'est très, très, très correct. Ça oui. fait 15 ans que les mystérieux sont weird. Vas-y, Laurent. Juste une chose avant de quitter, c'est parce qu'on a commencé le show puis on m'a promis une anecdote de Marilyn qui s'assoyait sur un hameçon puis je l'ai toujours On va pas. conclure avec ça, Laurent. Merci beaucoup. Oh! Merci Ah, beaucoup, pardon. Laurent. God damn it, là. C'est pas une grosse anecdote. Je suis allée dans un chalet, c'était comme compliqué. On était sur des chaises. Il faisait trop chaud. Tu sais, quand il y a rien qui fonctionne, puis on est comme, on va juste s'asseoir à terre sur le grand terrain de gazon où je pourrais m'asseoir n'importe où. Puis là, je vais assis mes faufounes, puis je me suis rentré un hameçon dans le cul. Fait que je me suis piqué la faufoune. Oh Je me non! suis assis, je fais, Ouch. tu sais, quand je suis comme, c'est une roche, c'est une... Ben, ça fait ben trop mal, puis là, il a fallu que je tire Ouch. dessus. Mon Dieu, Il a mais là, fallu que as-tu mon- une cicatrice? Non, ça a juste poké, ça a pas, tu sais, il n'y a pas les gros crochets, mais il a fallu que mon ok, amoureux me désinfecte la fesse. Là, c'est comme ça que mes vacances ont commencé. Il y avait un pêcheur sur une chaloupe qui était bien content. J'étais comme de n'importe où, je pouvais m'asseoir sur le terrain, ça a pogné ma fesse. Et Drette voilà. sur l'hameçon. OK. Je suis Mais c'est très là que tu sais satisfait, que t'es en amour. Quand que c'est ton chum qui te désinfecte la fesse, là, Oui, il n'y a rien de... exact. Très romantique. Ah, Ouais. ouais, il faut que tu le gardes. Il faut que tu le gardes attaché. Hein? Comme un hameçon, la pointe ici. Rejette oui, le ben oui, poineau, j'ai- celle-là. C'est ça. Ce beau brochet. OK, si vous avez la chance, allez vous faire vacciner. Il y a encore beaucoup de monde qui vont pas. Puis c'est super important. Surtout, là, pensez aux semaines qui s'en viennent. Là. Pensez au temps des fêtes. Pensez à vos collègues de travail.
Si vous êtes jeune, Puis, c'est aussi important. Puis un jour, on va faire des lives si vous voulez venir nous voir. Ben, ça sera nécessaire. Puis, ouais, ça. Mais là, en septembre, là, ça se déroule-tu bien? On va-tu faire un live d'un parc? Ben, j'aimerais ça faire un live dans un parc, mais là, on se le dit, là, si on le fait, c'est genre illégal. C'est sous couvert de Ben, au parc, c'est pas illégal. Ouais. un petit speaker. À moins que ça soit après 11 heures. On a deux options, parce qu'il faut, tu sais, il y a une option où est-ce qu'il faut qu'il fasse un petit peu, tu sais, il va faire fret, là, qu'importe quand. À partir de maintenant, il va faire fret. Est-ce qu'on le fait au début octobre, puis on met ça dans le cadre du mois d'Halloween des mystérieux, ou on le fait vraiment à la fin septembre? Moi, je le ferai fin septembre, octobre, mais on fera d'autres choses parce qu'il va faire fret, là. Okay. Hey, tu sais, mettons qu'on... Du parc, on devrait se mettre sur la galerie chez Marie-Lune. Ouais. Puis genre, les gens sont en bas sur le trottoir. Ouais. Puis nous, on fait Le chat comme, a fui, là. OK. Ouais. Ouais. Pas sûr que c'est une bonne Puis- idée, ça. Puis moi, je dis, si c'est... Bon, évidemment, tu sais, si, mettons, la police arrive, c'est comme Chénier l'a dit la semaine dernière, ça va juste faire un fucking bon show. Ça va Ouais, être parfait, là. Ouais. Ok. OK, ben, Nous autres qui courent de la police, qui sauvent la police à live. sûrement pas la semaine prochaine, mais on pourrait s'enligner peut-être l'autre ou l'autre après. Là. On Ouais. pourrait faire ça, peut-être pas un lundi par contre, il faudrait peut-être faire ça genre Un samedi, samedi. Ouais, c'est ça. OK, on s'en reparle. Anyway, on va le partager sur les médias sociaux des Mystérieux Étonnants quand ça va être officiel. Faites attention à vous autres. À bientôt. Bye. là. OK, Au revoir. bye-bye tout le monde.